Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tenais à vous informer, pour que vous ne soyez pas étonnés, de la présence que vous aviez remarquée de nos collègues de la délégation aux collectivités territoriales, et en particulier de la présidente Françoise Gatel, compte tenu de l'importance du sujet. Le président Raynal, dont je vous prie d'excuser l'absence aujourd'hui, a souhaité ouvrir cette commission aux membres du bureau de cette instance, plus particulièrement cette audition, aujourd'hui. Et donc, je salue la présence de nos collègues. Nous nous retrouvons ce matin pour une table ronde sur le thème des difficultés assurantielles des collectivités territoriales. En effet, mes chers collègues, depuis quelques années, les collectivités doivent faire face à des risques accrus pesant sur les bâtiments publics et le mobilier urbain en raison de la multiplication des événements et des aléas climatiques. Plus récemment, ce constat a été renforcé par la survenance de mouvements sociaux, les gilets jaunes, les émeutes de l'été 2023, qui ont généré des dégâts importants sur les biens immobiliers et de nos collectivités. Face à ces épisodes, de nombreux élus dénoncent les difficultés grandissantes qu'ils rencontrent pour assurer leur collectivité, toutes les strates étant concernées. Depuis les émeutes de l'été 2023, plus de 150 communes ont ainsi reçu un avenant et plus de 200 collectivités ont vu leur contrat résilié par les deux principaux assureurs des collectivités. De surcroît, les cotisations ont parfois pu être multipliées par 3 ou 4 et certaines communes ont vu leurs obligations d'assurance non respectées concernant la flotte automobile ou encore l'assurance fonctionnelle des élus. Je crois que nous avons chacun dans nos circonscriptions des exemples qui nous viennent en tête. Ces difficultés croissantes résultent de plusieurs facteurs. D'un côté, le marché de l'assurance des collectivités présente des dysfonctionnements et s'avère peu attirant pour les assureurs. Les règles de la commande publique sont particulièrement contraignantes, ce qui conduit à ce que les assureurs ne répondent plus ou peu aux appels d'offres. De l'autre côté, la multiplication et l'intensité des aléas climatiques et des atteintes aux biens accroissent le coût des sinistres et fragilisent le modèle économique des contrats d'assurance dommages aux biens. Les collectivités sont alors sûres de perdre face à la seule alternative qui s'offre aux assureurs, refuser de candidater sur les marchés publics ou augmenter leurs tarifs. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé le lancement d'une mission pour l'assurabilité des collectivités territoriales, conduite par Alain Chrétien, maire de Vesoul, qui nous fait le plaisir d'être là ce matin au nom de l'AMF, Jean-Yves Dagès, ancien président de la Fédération nationale Groupama. Dans l'attente de leurs conclusions, le ministre de l'économie a étendu la compétence du médiateur de l'assurance aux différends entre assureurs et collectivités, sans qu'ils puissent toutefois négocier l'augmentation de cotisations ou aider à renouveler un contrat. Dans ce contexte, la Commission des finances du Sénat a elle aussi décidé de créer sa mission d'information sur les difficultés assurantielles des collectivités territoriales, dont le rapporteur est Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission lui-même. La mission s'est fixée comme objectif de dresser un état des lieux de ces difficultés et de proposer des solutions à même de garantir des conditions d'assurance acceptables pour toutes les collectivités et soutenables financièrement pour l'ensemble des acteurs concernés. Pour étayer ces travaux, une consultation des élus locaux a été lancée sur le site internet du Sénat. Nous espérons que le plus grand nombre d'élus participera afin d'établir le constat le plus précis possible sur les difficultés rencontrées. Pour lancer cette mission, nous avons décidé d'organiser en réunion plénière cette table ronde dans laquelle sont représentées ce matin 3 associations d'élus locaux, à savoir Alain Chrétien, donc de Vesoul, représentant aujourd'hui l'Association des maires de France. Sa présence sera l'occasion de faire le lien entre nos travaux et ceux de la mission gouvernementale. Monsieur Thomas Fromentin, président de l'agglomération de Foix, alors j'ai peur de le dire mal, Foix-Varil, et administrateur d'Intercommunalité de France. Et monsieur Éric Chal, conseiller régional d'Île-de-France, qui représente Région de France. Nous attendons de vous, messieurs, que vous puissiez nous présenter les difficultés concrètement rencontrées ces derniers mois, appels d'offres infructueux, résiliation ou avenant générant une hausse notable du coût des contrats, et toute autre précision que vous pourriez être amené à nous présenter. Vous pourrez aussi nous préciser les risques auxquels vous vous attendez à devoir faire face à l'avenir,
N'hésitez pas non plus, enfin, à esquisser les premières solutions qui pourraient être envisagées afin d'améliorer les relations assureurs-assurés et de prévenir les risques auxquels les collectivités sont confrontées. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. Voilà, sans plus tarder, je cède la parole à Alain Chrétien pour l'AMF. Merci, monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les parlementaires et sénateurs, chers collègues élus locaux. Je suis Alain Chrétien, maire de Vesoul depuis 2012, président de l'intercommunalité de Vesoul depuis 2004. J'ai été député de 2012 à 2017 et, comme l'a dit Emmanuel, je suis actuellement vice-président de l'AMF en charge du développement éco, du commerce et du tourisme. Et donc, depuis quelques semaines maintenant, coprésident de cette mission d'information lancée par Bruno Le Maire, comme l'a rappelé Emmanuel Capus, pour tenter de répondre à cette situation. Alors, un premier élément de constat. Je peux prendre les deux, voilà, ça ira mieux. Premier élément de constat, même si Emmanuel Capus a commencé à l'esquisser, on a du mal de recenser l'ensemble des collectivités qui ont fait face à soit des résiliations, soit des augmentations brutales et importantes de leurs cotisations ou de leurs franchises, parce que toutes n'ont pas l'obligation de le déclarer, mais effectivement, les travaux du Sénat vont pouvoir nous éclairer un peu plus sur l'état de la situation actuelle. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que sur les 35 000 collectivités, je rajoute les syndicats, les régions, les intercos, les départements, un grand nombre continuent d'avoir leur assurance, en particulier les petites communes rurales qui sont, et on peut citer les assureurs, protégées par Groupama dans leur quasi-exclusivité. Et ces petites communes rurales ne sont pas touchées par ces résiliations. Pourquoi ? Parce que les risques sont extrêmement limités. Dans des communes de moins de 500 habitants, vous n'avez pas forcément à la fois des piscines, des crèches, des écoles, des théâtres, etc. Donc les risques sont plus limités, en tout cas les risques de dommages aux biens, excepté les communes qui sont touchées par les catanates, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on assiste effectivement à un désengagement massif du monde de l'assurance des collectivités sur certaines catégories de collectivités, mais qui sont extrêmement visibles, puisque ce sont elles vers lesquelles tous nos concitoyens se tournent pour aller dans les services publics. C'est le chef-lieu de canton, c'est la petite ville, c'est la ville moyenne, c'est aussi les grandes métropoles. Et une surprise que nous avons eue aussi, on a auditionné la métropole de Lille, dont on pourrait penser que l'ingénierie lui permette de surmonter ces difficultés. Elle aussi, la métropole de Lille, a été victime de ces résiliations. Donc, on peut estimer à quelques milliers le nombre de communes, intercommunalités qui sont touchées par ces problèmes d'assurabilité, mais par leur visibilité, ce problème a un retentissement qui est beaucoup plus large que ce pourcentage qui peut paraître faible. Il faut dire aussi que ce problème touche toutes les communes, y compris celles qui n'ont été touchées ni par les émeutes, ni par les catastrophes climatiques. J'en veux pour preuve, comme Emmanuel Capus l'a rappelé, je suis humble maire de Vesoul, et la ville de Vesoul n'a été touchée ni par les émeutes, à part une ou deux poubelles brûlées, ni par des catastrophes climatiques, et a vu tous ses contrats purement et simplement résiliés. Dommages aux biens, responsabilité civile, protection fonctionnelle, flotte automobile, rideau au 31 décembre, au revoir madame, je vous donne les clés, vous éteignez la lumière. Et on n'est pas les seuls, mon collègue de Foix pourrait aussi en reparler. Donc, ce qui veut dire que ce problème d'assurabilité est antérieur aux difficultés qu'on a connues l'été dernier avec les émeutes et avec les catanates, puisqu'on a constaté ce mouvement à partir de 2021, mouvement de retrait à partir de 2021, avant les émeutes. Naturellement, les émeutes et les catanates ont été des catalyseurs, des accélérateurs de ce mouvement. Mais ce mouvement avait commencé bien avant, ce qui veut dire qu'on a un problème structurel sur le marché de l'assurance pour les collectivités, un problème d'attractivité. En gros, c'est-à-dire que les assureurs se disent les collectivités, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, donc on ne va pas s'emmerder avec ça. Continuons d'assurer les entreprises, les particuliers, parce que ça au moins on sait faire. Ils signent en bas de la page et tout va bien. Les collectivités, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Puis en plus, oulala, vu ce qui se passe en ce moment avec le réchauffement climatique, il faut s'attendre encore à des choses encore plus graves. Donc, sortons vite de cet environnement parce que ça peut poser problème. On relativise aussi, puisque les deux principaux assureurs, l'ASMAC et les Groupama, sont des mutuelles.
Et donc, elles ne sont pas là pour gagner de l'argent. Elles sont, par définition, là des mutuelles pour équilibrer, mais au moins pour éviter de perdre l'argent. Parce que le chiffre d'affaires global, hein, y compris l'assurance vie, de l'assurance, est à peu près de 230 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires pour les collectivités, c'est 200 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est tout petit par rapport à la grande masse. Alors, naturellement, si on inclut l'assurance vie, ça dévoie un peu le problème. Mais si on enlève l'assurance vie, on est à 1,5, 2% du chiffre d'affaires des assureurs. Donc non seulement ils se disent, ça risque de me coûter de l'argent, et puis en plus, ça n'est que 1% de mon chiffre d'affaires, donc qu'est-ce que je vais m'ennuyer avec ces gens-là ? Je ne m'y intéresse plus. Donc on est dans un système où nous dépendons totalement de nos assureurs, et les assureurs, eux, n'ont pas d'obligation, mis à part quelques contrats, mais j'y vais y revenir, de nous assurer. Donc on assiste vraiment à un problème de dialogue, de compréhension entre le monde de l'assurance et le monde des collectivités. Et ce problème d'assurabilité, il n'est pas nouveau. Il est cyclique. On l'a déjà connu, j'en parlais avec le rapporteur général il y a quelques instants, on l'a connu il y a une trentaine d'années, on l'a connu il y a une dizaine d'années, et donc régulièrement, on a, au vu du contexte, des tensions entre le monde de l'assurance et le monde des collectivités. Pendant de nombreuses années, et autour de cette table, beaucoup sans doute ont été élus locaux, on signait le contrat tous les ans en fermant les yeux, on ne relisait même pas les clauses, on avait l'habitude, on connaissait bien notre assureur, ça ne posait aucun problème. Peut-être aussi parce que pendant une dizaine d'années, des années 2010 à 2020, les cotisations ont baissé, peut-être de manière artificielle, et là aussi il faudra peut-être y revenir, parce que le tarif technique est quand même le tarif qui permet à tout le monde à la fois d'être protégé et puis de ne pas perdre de l'argent. Certains se sont éloignés du tarif technique, à la baisse, créant de lui-même un déséquilibre dont on paye aujourd'hui les conséquences. Donc il faudra aussi peut-être demander aux régulateurs, comme il y a le régulateur de l'énergie, il y a aussi, vous le savez, l'autorité prudentielle, d'avoir un œil un peu plus averti sur les tarifs qui sont proposés aux uns et aux autres. Donc, pour faire court et pour avancer dans la réflexion, un constat général de désengagement qui concerne les communes les plus dotées en services publics, qui concerne surtout les DAB, dommages aux biens, mais qui, par conséquence, effet domino, intègre aussi les autres types de contrats, en sachant que les seuls contrats qui sont obligatoires, c'est la flotte automobile et c'est l'assurance fonctionnelle. Le reste, vous n'êtes pas obligé de vous assurer pour protéger votre école, votre théâtre, vos piscines. Vous pouvez faire de l'auto-assurance. Et là-dessus, je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir dessus, parce que qui dit obligation dit contrainte, et qui dit contrainte dit augmentation des tarifs et autres. Donc, l'obligation de flotte automobile, c'est logique. Vous ne pouvez pas laisser vos cantonniers, vos employés municipaux rouler dans des voitures qui ne sont pas assurées, notamment pour les tiers. Et puis l'assurance protection fonctionnelle, effectivement, là aussi c'est obligatoire pour payer les congés maladie, les absences, etc. Pour le reste, ça n'est pas obligatoire. On nous dit aussi, c'est une fausse bonne idée, pourquoi ne pas créer un assureur des collectivités, comme vous avez la Banque des territoires, nous pourrions avoir l'assureur des territoires. Fausse bonne idée, puisque cet assureur des territoires, il existe déjà. C'est la SMACL, qui a justement été créé par les collectivités pour assurer les collectivités. Sauf que plus vous concentrez un risque sur une seule personne, plus ce risque est fragile et la personne qui va avec aussi. Une bonne assurance est une assurance qui partage le risque dans le temps et dans l'espace. Il vaut mieux que beaucoup d'assureurs prennent un petit bout de chaque risque plutôt que de faire concentrer le risque sur un ou deux, ce qui est le cas actuellement, et donc les difficultés qu'on a aujourd'hui. Donc l'enjeu, monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur général, de nos missions respectives, c'est de donner à nouveau envie aux assureurs de nous assurer. Il faut donner envie. Et pour donner envie, c'est comme en amour, il faut montrer des preuves de confiance. Il faut que les assureurs nous fassent confiance. Et c'est le deuxième point de mon propos, et j'en aurai trois avant que nous passions au témoignage de mes deux collègues. Le premier gage de confiance, c'est d'intégrer la culture du risque dans le fonctionnement de nos collectivités. Quand vous parlez à un chef d'entreprise d'une PME de 50, 100 salariés, il a un risque manager qui est chargé de vérifier que l'ensemble des mesures ont été prises pour éviter les incendies, pour éviter des catastrophes qui amèneraient à l'arrêt de la production, et en plus, ensuite, à l'assureur au paiement des peines d'exploitation. Parce que non seulement dans une entreprise, quand vous avez un bâtiment qui brûle, il faut le remplacer, le reconstruire, et ensuite il faut rembourser les pertes d'exploitation. Ce qui n'est pas le cas dans les collectivités. Mais en tout cas, dans les PME, dans le monde de l'entreprise, la culture du risque est quelque chose d'extrêmement précieux qui permet
à l'assureur de se dire l'entreprise a pensé à tout ou à presque tout, donc j'ai confiance en elle pour éviter les dommages collatéraux ou les surcoûts. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour intégrer la culture du risque dans nos collectivités. Et pour ce faire, il faut qu'on ait déjà une bonne connaissance de notre patrimoine. Et je mets au défi chaque élu local, chaque président d'interco, chaque maire, de connaître le moindre mètre carré dont la collectivité est propriétaire. Non seulement de connaître le nombre de mètres carrés, mais le taux de vétusté, l'état de ces bâtiments, etc., etc. Il y a une vraie difficulté dans nos collectivités, mais aussi à l'État. On a auditionné les services centraux du ministère des Finances. Une vraie difficulté à connaître l'état du patrimoine de nos collectivités. Et donc, pour bien définir la nature de la protection, il faut bien définir la nature des besoins. Et donc, bien connaître l'état de notre patrimoine. Et là, c'est une vraie difficulté. Naturellement, vous avez le cadastre, hein, c'est facile. On va sur le cadastre. Quand il est numérisé, c'est encore plus simple. On tape commune de fois et il y a la liste de tous les biens qui s'affichent. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut ensuite inspecter chacun des biens avec des étages, sans étages, des ascenseurs, pas d'ascenseurs, des réfections, pas de réfections. Il y a un vrai sujet dans la connaissance du patrimoine. C'est le point de départ pour réaliser ce que nous, aujourd'hui, on dénomme une expertise préalable, qui serait un document, un diagnostic complet, qui soit la base de la rédaction d'un cahier des charges le plus précis possible pour l'assureur. Donc il faut faire confiance, il faut que l'assureur nous fasse confiance, et pour ça, il faut qu'on connaisse bien nos besoins, pour qu'ensuite l'assureur puisse bien y répondre. Et c'est le troisième point de mon propos, pour ne pas être trop long. Il faut qu'on ait une réflexion sur le code des marchés publics. Je ne dis pas qu'il faut le modifier, je ne dis pas qu'il faut le réformer par voie réglementaire ou par voie législative, c'est prématuré. En tout cas, il y a un travail de pédagogie à faire sur l'utilisation des différents outils qui sont à notre disposition dans le code des marchés publics. Appel d'offres, procédure négociée, marché de gré à gré, dialogue compétitif. Or, beaucoup d'entre nous, par principe, par instinct, par habitude, utilisons la procédure de l'appel d'offres, avec toutes les rigidités subséquentes. C'est-à-dire qu'un appel d'offres, vous rédigez votre besoin. J'ai besoin d'une voiture de 5 places, bleue, avec 2 rétroviseurs. Voilà. Et ensuite, tous les concessionnaires viennent vous voir. Sauf que si un concessionnaire vous dit moi j'ai une voiture bleue avec 4 roues, 2 rétroviseurs, mais en plus j'ai une antenne sur le toit pour capter la radio, mais j'avais pas demandé l'antenne. Et donc le contrat est refusé. L'appel d'offres est infructueux parce que la réponse ne correspond pas à ce que l'appel d'offres avait défini. Pardon de cette métaphore un peu triviale, mais c'est pour faire simple. L'appel d'offres ne nous permet pas de bien définir le besoin et ne permet donc pas à l'assureur de bien y répondre. Et sa réponse étant toujours souvent différente de ce qu'on lui demande, l'appel d'offres est déclaré infructueux. Alors, je vais aller plus loin dans l'hypocrisie. Parfois, on le fait sciemment, puisque le Code des marchés publics nous permet, à l'issue d'une procédure infructueuse, de passer par la procédure négociée. Donc on a déjà là une espèce de cynisme ou d'hypocrisie. Soit on le fait sans le savoir et par bonheur on découvre une clause du Code des marchés publics qui nous permet de passer en marché négocié, mais on a perdu 6 mois, voire 1 an. On a dégradé nos relations avec les assureurs, on a compliqué le système pour tout le monde pour arriver enfin à négocier. Donc ce qu'on a aussi dans nos différentes enquêtes découvertes, c'est que l'appel d'offres n'est pas la seule procédure qu'on peut utiliser. On a aussi la capacité de prendre la procédure de marché négocié, qui répond à des critères extrêmement précis, et il faudra qu'on obtienne de l'État l'assurance que quand les collectivités passent par la procédure de marché négocié, elles ne se fassent pas retoquer par l'État, parce que l'utilisation de cette procédure répond à des critères extrêmement précis, sauf qu'aujourd'hui, la complexité qui est un des critères est telle pour les marchés d'assurance qu'on peut s'appuyer sur ce critère-là pour utiliser la procédure de marché négocié. Mais, je le rappelle, c'est une procédure qui permet de négocier, donc de faire des allers-retours entre les prestataires et les demandeurs. Elle est lourde, elle nécessite des procédures de publicité, elle nécessite des allers-retours en termes calendaires extrêmement précis. Ça n'est pas en claquant des doigts, en demandant à son assureur de venir dans le bureau du maire et puis de signer au bout de la page. C'est quand même une procédure extrêmement complexe, qui nécessite, et c'est la fin de mon propos, une ingénierie extrêmement importante qu'on peut se payer quand on est à une grosse collectivité. Mais aujourd'hui, et je parle aussi sous le contrôle de mes collègues, toutes les collectivités moyennes, on va dire, au-dessus de 10 000 habitants, prennent un AMO
pour les aider à rédiger leur cahier des charges. Mais ça n'est pas encore suffisant, parce que l'AMO, il fait avec ce qu'on lui donne. S'il n'y a pas une expertise préalable, s'il n'y a pas une bonne connaissance du patrimoine, s'il n'y a pas une bonne connaissance du besoin, eh ben l'AMO essaie de vous aider à trouver un assureur, mais avec des éléments très fragmentaires, très partiels, qui ne permettent pas de sécuriser le contrat qui sera signé. Donc voilà, Monsieur le Vice-président, Monsieur le rapporteur général, en quelques mots, quelques pistes qui sont tracées, mais qu'on pourra naturellement approfondir ce matin, en sachant que, comme vous, enfin nous en tout cas, on nous l'a demandé, on donnera nos préconisations fin mars, début avril, qui ne seront que des préconisations, parce que ça ne sert à rien de travailler si le gouvernement nous dit non, non, ça, je ne veux pas en entendre parler. Donc on aura quelques préconisations de principe, et si le gouvernement en est d'accord, on les creusera dans les mois qui suivront. Ce problème est un problème récurrent qui ne peut pas être réglé en l'espace de 3 semaines. Et la jurisprudence Grand Port de Marseille n'est qu'un pis-aller qui ne résout rien, qui ne résout absolument rien. Donc il faudra que nous puissions reconstruire, construire ou reconstruire une relation saine entre les assureurs et les collectivités. Et donc ça passera par ces mois de discussion avec eux, parce qu'on ne fera rien sans eux, on ne fera rien sous la contrainte, on ne fera rien sous l'obligation, mais pour terminer, notre objectif est de rassurer les assureurs. Tout un programme. Merci beaucoup, Alain Chrétien, pour votre intervention. Je propose de passer la parole à Monsieur Fromentin pour Intercommunalité de France. Monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur général, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, chers collègues, également évidemment de l'AMF et de Régions de France, tout d'abord le premier point c'est de saluer cette mission d'information du Sénat, parce qu'effectivement cette problématique des assurances est forte au sein des collectivités au sens général du terme. Moi je vais m'exprimer certes comme vice-président de l'Intercommunalité de France, mais aussi comme un modeste élu local. Je vais vous expliquer à quel point un modeste élu local. Donc moi, je suis président d'une communauté d'agglomération de 30 000 habitants, très rurale, en Ariège, avec certes une ingénierie, mais enfin qui reste limitée, vous imaginez bien, dans notre bel Ariège, certes, mais Ariège rural et avec nos moyens modestes. Et puis, un matin de mai 2023, le directeur général des services m'apporte un courrier qui faisait à peu près moins de 10 lignes, de notre assureur disant « À compter du 31 décembre 2023, nous résilions unilatéralement votre assurance dommages aux biens. Signé, point. Rien de plus. » Alors moi, voilà, j'ai fait un peu de droit, j'ai dit, résiliation unilatérale, non mais c'est nous ça, c'est sans les collectivités, ça c'est pas possible ça. Ben non. Les assureurs ont la capacité de résilier unilatéralement. Et donc, et en plus, en vous expliquant ce qui s'est passé par ailleurs, c'est que lorsqu'on a passé le marché pour l'année 2021, entre 2021 et 2022, nous avons donc effectivement passé un marché. Nous avons eu une seule offre d'un assureur allemand en augmentation de 98%. Il nous fallait bien une assurance. Nous l'avons affermi. Et puis en 2023, ce même assureur, pour l'année 2023, nous dit si vous n'acceptez pas une augmentation de 35%, eh bien, je résilierai. On accepte cette augmentation, ça ne l'a pas empêché de résilier. Donc me voilà mis dans le bain des problématiques d'assurance. Et entre-temps, parce que pour rejoindre Alain Chrétien, je dis les choses telles qu'elles sont, on a relancé un marché. Nous avions eu une offre qui ne correspondait pas du tout à notre demande. Et donc, oui, on a trouvé par le gré à gré. Voilà, je ne vais pas dire autrement. Donc, au final, nous sommes assurés, tant mieux. Mais ça a été par la mécanique du gré à gré. Et à l'époque, je me suis dit que j'étais un peu seul sur ce sujet. Et puis, manifestement, voilà, autour de moi, c'était... beaucoup plus important que cela, et nous étions de nombreuses intercommunalités ou communes ou syndicats de déchets, j'y insiste aussi, parce qu'on a des nombreuses remontées de syndicats de déchets avec des grandes difficultés à assurer leurs incinérateurs ou leurs exploitations vis-à-vis des risques.
voilà, avec ces grandes difficultés. Donc effectivement, envolée des cotisations, résiliation unilatérale, appel d'offres infructueux. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a défendu Alain Chrétien, parce que très franchement, dans l'Interco de France, évidemment, on rejoint toutes les propositions qui ont été faites par Alain Chrétien. Peut-être appuyer sur quelques éléments, si vous voulez bien. Déjà, juste, je pense que tout le monde... Effectivement, on a bien du mal à identifier vraiment le nombre exact de collectivités, mais pas plus tard que mercredi dernier, il y avait la journée finance d'Interco de France et les vœux, là, et donc on avait fait une table ronde sur la question des assurances, parce que vraiment... ça inquiète tout le monde. Moi, il n'y a pas un moment où il n'y a pas d'inquiétude. Et donc, on a dit, levez la main ceux qui ont une problématique d'assurance. Et il y avait 2/3 de la salle qui ont levé la main, quoi. Donc, voilà, il y a aussi, certes, il n'y a peut-être pas d'objectivation précise, mais on voit bien les grandes difficultés. Et je redis ici, moi, je ne suis pas un spécialiste des assurances. Je suis un modeste élu local qui essaye de trouver des solutions pour lui-même et pour ses collègues. Donc, sur... Le premier point, effectivement, je reprends presque par la fin de ce que disait Alain Chrétien, c'est la jurisprudence Grand Port Maritime de Marseille qui nous semble également insatisfaisante. La question que l'on se pose, c'est la clause exorbitante du droit commun qui permet effectivement à un assureur de se retirer. Autant il nous semble, évidemment ça demande plus d'expertise, autant il nous semble peut-être compréhensible qu'un assureur puisse se retirer lorsqu'il y a une forte augmentation de sinistralité, dans des cas très précis. Autant lorsqu'il n'y a pas d'augmentation de sinistralité et lorsque les conditions du contrat sont restées comme telles, je m'interroge, voilà, comme encore une fois, comme modeste élu local, sur cette capacité de retrait unilatéral. De notre côté, nous n'avions pas d'augmentation de sinistralité. Thomas, peut-être rappeler ce que signifie la jurisprudence Grand Port Maritime de Marseille pour les collègues. Oui. Donc, en fait, cette jurisprudence, c'est le fait qu'une collectivité est gagnée par rapport à la résiliation unilatérale d'un assureur, mais la jurisprudence dit simplement l'assureur doit maintenir ses conditions pendant un temps dit raisonnable, dont on considère que ça doit être à peu près 1 an. Voilà. En tous les cas, au regard de ce qu'on peut lire de la jurisprudence. Donc ça vient atténuer cette capacité de résiliation unilatérale, mais enfin, ça ne la remet pas en cause. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on s'est interrogé sur la capacité, peut-être, eu égard à la difficulté, on rejoint aussi sur l'idée de l'auto-assurance, au regard de la forte sinistralité, notamment liée au dérèglement climatique. Enfin, je ne vois pas comment un système d'auto-assurance mutualisé va pouvoir tenir. Ça nous semble, on sait que la SMAC a dû être recapitalisée par la Maïf, ça nous semble extrêmement difficile. Par contre, n'y a-t-il pas une réflexion sur l'idée d'une forme de panier moyen, de panier minimum, qui consisterait à dire il faut que les collectivités, parce qu'elles assurent des missions de service public, on revient quand même là-dessus, hein, nous assurons des missions de service public, il faudrait que les assureurs puissent permettre une sorte de panier moyen, minimum, d'assurance pour ces collectivités. Sur le code des marchés publics, je rejoins Alain Chrétien avec le fait que ce qui nous remonte du terrain, c'est le fait d'avoir des assurances sur effectivement la capacité de recourir à des formes de marché public qui soient plus souples. Parce qu'on a beaucoup de remontées en disant oui, mais ça ne nous semble pas clair sur le fait qu'on puisse vraiment rentrer dans des procédures plus négociées. On a parfois des préfectures, des contrôles de légalité en préfecture qui peuvent être très rigoureux de ce point de vue. Et donc, il faudrait effectivement qu'il y ait une forme de doctrine d'État, parce que la capacité à dialoguer avec l'assureur nous semble également une bonne piste. Et de la même manière, franchement, il y a une forme d'hypocrisie, parce que parfois, on organise l'incapacité des assureurs à répondre au marché public pour pouvoir après passer en gré à gré. Ça ne nous semble pas quand même une bonne manière de faire. Voilà. En tous les cas, au moins du point de vue de la sécurité juridique.
Sur la connaissance des risques, la culture des risques, je rejoins complètement ce que disait Alain Chrétien. Peut-être en appuyant sur un autre élément, c'est la question de la gestion du risque. C'est vrai qu'il faut reconnaître, dans nos collectivités, les assurances, pendant longtemps, c'était, on renouvelle. Hein, et puis voilà, quoi. Ma foi, on renouvelle l'assurance qu'on avait avant. Et donc, ne s'est pas développée une culture, effectivement, également de gestion du risque, de savoir ce qu'on déclare pas par rapport à ces niveaux de sinistralité, comment on arrive aussi à rester dans les clous de cette assurance. Donc, une meilleure identification des risques, une culture du risque. Nous disons juste aussi, et je pense qu'on le dira collectivement, attention aux usines à gaz, parce que nos communes, notamment les plus petites d'entre elles, sont déjà écrasées par un certain nombre, l'importance des normes, des questionnaires à remplir, etc., etc. Il faut voir vraiment la manière dont on peut faire ça, parce qu'il faut que ce soit accessible pour l'ensemble de nos collègues. Et par contre, pour le coup, évidemment, les intercommunalités peuvent jouer leur rôle de mutualisation en aidant, un, à la connaissance de risques, et puis, deux, effectivement, à pouvoir répondre à ces éventuels questionnaires. Peut-être faut-il, on n'en a pas parlé, mais peut-être faut-il ajouter la question du risque cyber, qui devient aussi un risque très important. Alors voilà, donc je le pointe juste, je ne sais pas quel est le périmètre exact de la mission. Je pense que ça mérite une mission spécifique. Voilà, mais voilà, voilà, parce que nous, on sent monter aussi du territoire vraiment cette question des risques cyber de plus en plus forte. Et puis ensuite, je rejoins ce que disait Alain Chrétien sur le régime de catastrophe naturelle, avec peut-être une clarification, on va dire, de ce régime. Voilà, je remercie de votre écoute sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Fromentin. Je donne donc la parole à Éric Chall, qui va nous présenter les constats et la position de Régions de France. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis très honoré de venir dans cette maison que je connais bien. J'ai ici des visages familiers et, pour tout dire, aussi beaucoup d'amis. Donc, je suis vraiment très honoré d'être dans cette prestigieuse commission des finances ce matin. Vous dire également que on ne s'est pas parlé avec Alain Chrétien avant ce matin. Enfin, on se parle souvent, mais on n'a pas parlé de ce sujet ensemble. Et vous allez voir qu'avec des chemins un peu différents, on arrive à peu près systématiquement aux mêmes étapes. Tous les chemins mènent à Vesoul, effectivement. Et on a beaucoup de rapprochements. Je ne vais pas vous faire un bilan fastidieux de la situation de l'assurabilité de la strate régionale. Région de France vous a préparé un dossier. On le tient à votre disposition. Je vais vous donner quelques exemples, en tout cas sur quelques régions, parce qu'on pourrait imaginer que par rapport au potentiel financier des régions, par rapport à leur force de frappe, par rapport à la masse de mètres carrés, de bâtiments à assurer, le nombre de personnel, on pourrait finalement avoir une espèce de taille critique qui nous permettrait de voir une mutualisation interne du risque et de ne pas avoir de difficultés. Je prends le cas de la région Île-de-France, dont je suis élu. On a la plus grande région d'Europe. On a un budget de 5 milliards d'euros. On a 6,5 millions de mètres carrés à assurer, plus de 500 bâtiments. On pourrait imaginer qu'on n'ait pas de difficultés. Pourtant, même nous, on n'est pas en infructuosité, mais on a un problème d'offres où on se limite en réalité à une seule offre, et donc ça va limiter, je vais y venir, notre capacité à faire jouer la concurrence. Et pourtant, comme nous sommes une très grosse collectivité, on a ce levier de la réassurance, et on peut aussi finalement tout envoyer balader, pardon pour l'expression, dire à un moment donné, si c'est plus raisonnable, on s'assure nous-mêmes. Mais toutes les collectivités n'ont pas cette possibilité d'avoir ce levier de dire on se débrouille par nous-mêmes. Voilà. Je vais donner juste quelques exemples assez parlants, sans donner le nom des régions, mais une région du centre de la France, on a une prime contrat dommage aux biens qui a augmenté de 70% il y a 2 ans. Cette année, la région a refusé une nouvelle augmentation de 25% et ça a conduit à une résiliation du contrat. Il y a une région du sud-ouest, ça vous laisse la possibilité, on en a 2. Voilà. L'assureur a adressé un préavis de résiliation du marché au 31 décembre. Ça a conduit la collectivité à accepter, tenez-vous bien, de multiplier par 1000 la franchise, qui passe donc maintenant à 10 millions d'euros. Ça fausse évidemment totalement la capacité. Voilà. Dans une région de l'Ouest, ça nous en donne beaucoup plus. Là, malgré 2 consultations, la collectivité n'a pas eu d'offre pour son assurance de 2e ligne pour assurer son siège. Or, c'est un monument historique et vous
comprenez aussi ce que ça peut induire. Et je ne m'étendrai pas sur la situation des Hauts-de-France qui est en pleine renégociation. Et je ne suis pas là pour compliquer le chemin qui est le leur. Alors, Alain Chrétien nous a parlé tout à l'heure de l'ensemble des causes conjoncturelles. Et il a parfaitement raison de souligner que, en fait, c'est antérieur aux événements climatiques dramatiques qui ont augmenté sur le pays dans les 2-3 dernières années, et évidemment aux émeutes de cet été. Et parfaitement raison de nous dire que ça remonte à 2020-2021. Même un petit peu avant, mais en tout cas, il y a une amplification à ce moment-là. Et c'est important aussi de le comprendre, parce que, en fait, c'est la conséquence de la crise Covid et du ralentissement de l'économie mondiale. Parce que les assurances font des placements sur les marchés boursiers. Et à partir du moment où l'économie mondiale ralentit, les placements, les marchés boursiers sont moins fructueux. Et là où les entreprises, les sociétés d'assurance pouvaient refaire en fait leurs marges, faire des marges sur les marchés boursiers, des pertes techniques qu'elles subissaient sur tous les marchés, que ce soit de l'assurance privée, encore une fois, comme Alain Chrétien l'a dit, les collectivités territoriales ne sont qu'un petit volet de cette masse qui les concerne. Et bien, évidemment, ça a une incidence sur elles, et donc elles perdent aussi cette capacité à avoir des marges. Et l'autre chose qui est liée à ça dans les causes conjoncturelles, c'est que les facteurs climatiques jouent à l'échelle mondiale, pas de la France, jouent sur le marché de la réassurance. Et donc les assurances sont obligées de se réassurer, les primes, leurs propres primes augmentent considérablement et ça va aller croissant puisqu'on sait qu'avec l'évolution climatique, à l'horizon de 2050, les risques de sinistres, rien qu'en France, tous les calculs nous emmènent à une progression d'à peu près 100%, en général on dit 93% d'aggravation des risques climatiques à l'horizon 2050. Donc forcément ça va avoir une incidence pérenne et j'ose même plus parler de cause conjoncturelle parce que ça devient une cause structurelle. Voilà. Ça, c'est pour cette situation sur laquelle je ne veux pas m'étendre, mais Alain Chrétien a esquissé également un point qui me semble très important, qui n'est plus une cause conjoncturelle, et je voudrais insister là-dessus parce que je crois qu'on passerait à côté d'une partie du sujet si on ne pointait pas du doigt cette difficulté-là. Il y a une cause structurelle qui est celle de la situation, on l'a dit, de quasi-monopole d'une ou deux sociétés d'assurance ou mutuelles sur le marché. Monopole subi. J'y viens, justement. Et c'est pour ça que je veux, sans apporter de réponse sur ce sujet-là, je pense que c'est important de formaliser les choses. C'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce que, finalement, toutes les sociétés d'assurance se sont désintéressées du marché des collectivités territoriales, qu'on se retrouve avec une ou deux sociétés sur le marché, ou est-ce parce que ces sociétés ont pratiqué à un moment donné une politique ultra compétitive, j'oserais pas dire agressive, mais en tout cas ultra compétitive sur le prix du marché, qui a fait que toutes les sociétés, les autres ont renoncé en disant on ne peut pas suivre à ces conditions-là, on n'est plus en situation de suivre. En plus, les appels d'offres, je vais y revenir, c'est très compliqué à monter, il faut des cellules entières, ça prend beaucoup de temps pour ces sociétés. Elles lâchent, et comme elles savent qu'à la fin, de toute manière, elles n'auront pas les contrats, elles se sont désengagées. Et on a vu progressivement des stratégies économiques des assureurs, les uns après les autres, de dire on s'intéresse plus aux collectivités locales, et c'est pas simplement parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire, pardon d'être un peu prosaïque, mais c'est parce que, en fait, on sait qu'on ne les gagnera pas. Donc, on ne peut pas s'aligner, on ne perd pas de temps, on n'y va plus. Donc, vous avez une ou deux sociétés qui gardent le marché. Pour nous, ça a été très intéressant pendant longtemps. Pendant des années, on a pu bénéficier en réalité de tarifs, d'un coût de l'assurance, en réalité inférieur au prix du marché. Donc, quand ça explose, on est agacé à juste titre. Mais pendant très longtemps, on a eu des assurances en dessous des prix du marché. Et quand ces entreprises, ces sociétés se retrouvent dans la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire une sinistralité qui augmente partout simultanément, elles ne sont plus en situation de pouvoir payer. Donc, elles n'ont plus qu'une seule solution, c'est d'augmenter très significativement les primes, de monter les franchises également. C'est l'exemple que j'ai eu tout à l'heure où la franchise était multipliée par 1000, où finalement on n'est plus assuré. En réalité, l'augmentation de la prime n'est pas très élevée, mais comme la franchise est telle qu'on ne s'en sort pas. Et nous, collectivités, on ne peut plus se retourner vers d'autres acteurs parce que tout le monde s'est désengagé. Ils n'ont même plus les équipes pour pouvoir à un moment donné s'intéresser à nous. Il n'y a plus personne qui s'occupe des collectivités territoriales, à part ces deux sociétés. Donc je formulais ce point-là, parce que, comme je l'ai dit avec un trait d'humour en disant « rassurons les assureurs », en tout cas, intéressons-les. Il va falloir créer les conditions, parce que si on va avoir le juste prix, la juste valeur de l'assurance, la valeur réelle de l'assurance, il va falloir à un moment donné qu'on trouve le prix. Et le prix, malheureusement, ce n'est pas celui qu'on a payé pendant des années. Et évidemment, ce n'est pas celui qu'on va vouloir nous imposer maintenant, parce que ces entreprises en grande difficulté et en situation de quasi-monopole, peuvent maintenant nous imposer des primes
qui ne nous conviennent pas. Donc, je vais balayer assez rapidement, parce que tout a été très bien précisé, les différentes pistes et notre propre sentiment à Région de France sur les pistes qui ont été avancées. D'abord, la simplification des procédures d'appel d'offres. Alors, je sais que le monde entier nous envie en France notre code des marchés publics, essaye de le copier sans jamais réussir à parfaitement l'égaler, tant mieux pour eux. Mais c'est effectivement un sujet. Alors, je ne vais pas m'engouffrer dans cette brèche-là, parce que ce serait un sujet bien trop vaste. Néanmoins, ça sert à quoi, ces procédures d'appel d'offres? Ça sert à deux choses. Ça sert à garantir une concurrence équitable, une concurrence non faussée, et ça sert évidemment, et c'est légitime, à prévenir contre la corruption, les conflits d'intérêts. Voilà. Mais quand on se retrouve dans des situations où, en fin de course, on a au mieux une offre, et parfois zéro offre, de quelle concurrence non faussée se protège-t-on? Et quand ça va finir de toute manière à la fin par une procédure de gré à gré, de quel conflit d'intérêts se protège-t-on? Donc il va quand même falloir à un moment donné qu'on se pose la question de la simplification de ces procédures, mais on touche à des choses qui sont tellement sensibles dans notre pays que ce n'est pas moi qui vous proposerai les pistes de simplification, mais vous avez le droit d'y réfléchir. Le deuxième sujet, on se rejoint également, c'est la question de cette assurance publique, cette assurance des collectivités locales. Ce n'est pas illégitime en soi. On se dit, les collectivités territoriales remplissent une mission de service public. Cette mission de service public ne peut pas ne pas être assurée. Donc, à ce titre, il est logique que les collectivités territoriales aient une garantie d'assurabilité. Et donc, on en vient à cette proposition qui est celle de l'assurance de la démocratie locale, un peu comme François Bayrou avait proposé la banque de la démocratie locale, partant du principe que Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, passant du principe que les banques ne prétendent plus et qu'on a besoin des partis politiques pour faire vivre la démocratie, on a besoin d'une banque de la démocratie. Je ne crois pas non plus à ce système-là pour deux raisons. La première, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de risques inassurables. De quoi parle-t-on ? On parle de flotte automobile, on parle de choses qui ne sont en réalité pas si compliquées que ça. Quand on trouve les moyens d'assurer des centrales nucléaires, des sites des vaisseaux, des industries pétrochimiques sur tout le territoire, il n'est pas impossible de trouver un moyen d'assurer nos flottes automobiles et les quelques autres sujets des collectivités locales. Donc je ne crois pas que les collectivités soient inassurables. Et à partir de là, l'idée que la solution viendrait d'une assurance de la démocratie locale, je crois que ça continuerait à fausser le marché. Et en plus, en fin de compte, on ferait comment? On l'adosserait à la CDC, enfin, je ne sais pas quel serait le système, et à l'arrivée, ce serait de toute manière, enfin, il y a un ancien président de la République qui disait que c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Je crois que c'est jamais gratuit, et que ce soit les collectivités locales ou l'État, en fin de compte, c'est quand même le contribuable qui paye. Donc je ne crois pas à ce système. Et comme je vous le disais juste avant, la solution, c'est d'aller vers une vraie concurrence et donc de réintéresser, je crois, à la pluralité d'offres privées plutôt qu'une offre publique unique. Le recours aux AMO a peut-être une petite nuance. Alors, une mini-digression sur les AMO. Je pense que c'est pas le rôle de l'AMO lui-même qui est très important, qui est un support technique essentiel pour les collectivités locales. Les plus petites collectivités n'ont pas les moyens techniques, donc c'est la question de savoir comment on pourrait les accompagner et les aider, d'avoir des structures qui fassent qu'une petite collectivité puisse être aidée par un AMO, en soi est une bonne chose. Mais j'attire votre attention sur le fait que ça fausse le rapport entre l'assuré et l'assureur. Partout ailleurs, à part dans notre marché d'appel d'offres, c'est l'intermédiaire, donc le courtier, l'agent, qualifions-le comme on veut, qui fait ce rôle d'intermédiaire. Et ce courtier, en fait, il est au service du client. Et le client, dans notre cas, c'est la collectivité. Avec notre système, on a un marché un peu faussé, où l'AMO devient l'agent de la collectivité locale, il défend la collectivité locale, et en face, le courtier, l'intermédiaire, devient plus en plus celui qui va être le coordonnateur d'assureurs. Il va essayer d'intéresser des assurances au risque, il va les organiser, et en fait, il devient le client des assureurs. Alors que partout ailleurs, dans les entreprises, ce n'est pas le cas. Le courtier est au service du client. Et nous, aujourd'hui, on est dans ce système où l'AMO est au service de la collectivité et le courtier au service des assureurs. Et ça fausse cette relation. Parce que normalement, le courtier, il est là pour son client. Et aujourd'hui, le client, donc il faut intéresser aussi le courtier à ce qu'il devienne, comment dire, le bras armé de la collectivité et pas l'inverse. Et ça, c'est assez important. Et je pense que si on ne recrée pas cette relation-là, on aura du mal. Sauf que dans nos codes de marché public, qu'est-ce qu'on fait dans nos marchés? On passe des procédures d'appel d'offres pour choisir l'assureur.
nous, on ne passe pas de procédure pour choisir le courtier. Dans les entreprises, en général, l'appel d'offres, il se fait sur un courtier. Et après, une fois que le courtier est choisi, il va négocier, il va chercher, en jouant sur toutes les assurances, le meilleur prix, les meilleures conditions pour son client. Donc, tant qu'on aura l'AMO qui ne peut pas négocier, lui, et le courtier de l'autre côté, on a une relation pas malsaine, mais une relation inhabituelle qui fait sortir le courtier de son rôle traditionnel. Et il n'est plus au service du client. Enfin, son client, c'est plus à nous, et c'est ça qui est embêtant pour nous. Je termine sur deux choses, assez brièvement. Je pense que c'est le chemin qui me semble, moi, peut-être le plus intéressant sur lequel travailler. Je suis ravi, comme vous ne l'avez pas utilisé, ça va me permettre de mettre une plus-value sur votre intervention qui était complète. C'est la question de la mutualisation. Il y a plusieurs manières de mutualiser. Et si on veut intéresser les assurances au risque, à notre risque des collectivités locales, il faut probablement aller sur une mutualisation de nos risques. Alors, il y a plusieurs chemins. Il y a la mutualisation géographique. On pourrait se dire, par exemple, qu'à l'échelle d'une région, pas forcément le périmètre d'un conseil régional, mais d'une zone géographique, à l'échelle d'une région, des collectivités se coordonnent. Elles pourraient avoir une collectivité pivot, par exemple, qui serait le conseil régional, comme on disait tout à l'heure, qui a une force de frappe plus importante. Je ne suis pas absolument convaincu que ce soit le meilleur schéma, parce que là, vous rentrez dans une zone géographique, et donc on aurait une sinistralité simultanée. Quand vous avez les événements qu'on vient de connaître dans le Pas-de-Calais, si tout le monde est dans le même bloc mutualisé du Pas-de-Calais, tout le monde a le même problème simultanément. Et donc, je ne sais pas si c'est le meilleur chemin. Vous pourriez avoir, je parle devant une spécialiste des villes touristiques, on pourrait avoir un bloc par spécificité, les communes de littoral, les communes de montagne. Il y aurait des problématiques homogènes, mais pas la même géographie, ce qui ne permettrait pas d'avoir une simultanéité des sinistres. Je me demande néanmoins, j'en viens à ma conclusion, à ce stade, ce n'est pas définitif, je me demande néanmoins si une mutualisation par strate n'aurait pas du sens, avec les mêmes types de problématiques. Les régions, on a les mêmes problèmes. On se parle, on a l'habitude de se parler, on a les mêmes lycées à protéger, on a les mêmes problématiques, les départements ont les mêmes problématiques, et par strate de communes, on peut retrouver des similitudes. Peut-être que si on avançait vers la mutualisation, on pourrait avoir des chemins. Il y a plein de métiers qui, à un moment donné, vous savez, il y a le monde de la nuit, les boîtes de nuit, les casinos, ces choses-là étaient devenus inassurables il y a 20-25 ans. Plus personne ne voulait y aller. Et un jour, des gens se sont mis sur le marché, on dit, en fait, on va fédérer tous ces acteurs-là. Ils ont pris tous les acteurs, ils se sont dit, par la mutualisation, on va réintéresser les assurances, et on va se dire, à un moment donné, le marché devient... Voilà, intéressant pour eux, actif. Donc moi, si je peux mettre par rapport à tout ce que vous avez dit et que je partage, peut-être réfléchir aussi à cette piste de la mutualisation par strate de collectivité. Et dernier point, et c'est vraiment mon dernier, il faut absolument, et ça a été parfaitement dit, qu'on réinvente, qu'on invente un métier dans nos collectivités qui est celle du risk management. Toutes les entreprises aujourd'hui pratiquent le risk management, c'est-à-dire d'avoir une prévention, une gestion des risques en amont. De toute nature, c'est pour ça que le cyber, c'est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, 42% des attaques cyber concernent des collectivités locales. On n'est pas prémunis là-dessus. Et il y a des choses à construire. Nos flottes automobiles, à un moment donné, ça peut aussi passer par une formation des agents bénéficiaires de ces véhicules sur quelques process assez simples. Quand on voit qu'un gymnase à Gravelines, il y a un peu plus d'un mois, a brûlé intégralement et parti comme un feu de paille en quelques heures, on peut se dire aussi qu'il faut repenser la manière dont on construit les bâtiments. On le fait pour le nouveau bâtiment, mais il y a des choses à refaire sur... Il y a connaître notre patrimoine et comment corriger des choses dans notre patrimoine pour que tout ne brûle pas. Quand vous parlez de feux de poubelle tout à l'heure, à un moment donné, quand on met des couvercles sur des bennes, d'un seul coup, les feux, ils partent moins. C'est des petites choses. Et vous savez, si on réinvente, je parlais tout à l'heure, cette relation avec l'AMO et avec le courtier, l'agent, l'intermédiaire, si on invente une relation commerciale en amont, au moment où on discute, et où on intègre la prévention et la gestion des risques dans l'élaboration de notre police d'assurance, ça va changer énormément de choses. Parce que du coup, on va le construire ensemble, le définir ensemble. On ne sera pas dans des automatismes. Et on va inventer de nouveaux contrats d'assurance et qui auront du coup plus d'assurances sur le marché avec lesquelles on pourra travailler et réinstaurer cette concurrence qui est le seul moyen d'arriver au juste prix de l'assurance. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Donc, cette audition, elle se passe bien dans le cadre de la mission d'information de la Commission des finances du Sénat, donc qui n'a pas évidemment, enfin, qui a son propre périmètre et ses propres desiderata. Et donc, je donnerai la parole à France Gatel après, mais d'abord à son rapporteur général, qui est rapporteur de la mission d'information.
Jean-François Husson. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux vous remercier tous les trois. Je veux d'abord rappeler qu'on ouvre pour un temps qui va être rapide. C'est en gros 6 semaines pour essayer d'être dans la concordance du calendrier. Et je veux également préciser que nous avons évidemment invité l'Association des départements de France, qui n'a malheureusement pas pu libérer un de ses élus pour nous rejoindre, mais il y aura une contribution. C'est pour poser les choses au départ. La deuxième, je vais peut-être moi revenir un peu sur l'objectif et la méthode. La méthode, elle est de partir d'un diagnostic sur les difficultés, d'où le questionnaire. J'insiste sur le questionnaire. Rappelez qu'il y a le questionnaire qui a été envoyé à toutes les collectivités, en tous les cas toutes les communes. Chacun d'entre vous, en tant que membre de la Commission des finances, a reçu copie d'une lettre qu'il peut utiliser, évidemment, et je vous invite à l'utiliser à l'endroit des maires, notamment de vos communes, mais également des présidents interco, et en général, ça peut ensuite innerver les syndicats divers et multiples, déchets, scolaires, parce qu'il y a aussi ce sujet. On a à ce jour, donc c'est du 1er au 28 février, utilisé le site participation.senat.fr. Ce matin, nous avions enregistré 324 réponses. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est le seul dispositif qui va amener, par notre démarche, une entrée de manière double. Le cas par cas, elle est remontée par les associations qui feront des éléments de synthèse. On prend, on laisse, on suit, on partage, on en prend une partie. Parce que l'idée est d'abord d'avoir un diagnostic le plus objectif possible et partagé. J'entends qu'a priori, c'est tous les éléments dont je dispose également jusqu'à maintenant, c'est plutôt de dire que c'est plutôt des territoires plus urbains qui sont majoritairement concernés. Alors vous voyez, la lutte du petit contre le gros, le rural face à l'urbain, comme quoi parfois certains estiment que le rural est oublié, maltraité. Là, on s'aperçoit que c'est plutôt dans le monde urbain que le sujet des collectivités est davantage exposé. Et pourtant, j'ai des retours aussi assez contrastés. Donc nous verrons, raison pour laquelle il faut s'extraire de son petit périmètre et essayer d'avoir la vision nationale. Ça, c'est le premier sujet. Moi, je veux, donc, sur l'état des difficultés, je vais avoir 3 séries de questions. Un, justement, sur le diagnostic. Et vraiment, je pense qu'il faut insister sur l'importance de ce temps du diagnostic et donc du porter à connaissance. 2, le sujet des ressources. Et 3, le sujet des solutions. Et je le dis, moi, c'est l'ouverture. Donc, j'ai bien des idées, mais c'en est là, et je n'ai absolument rien d'arrêté. Et notre rapport aura d'autant plus d'intérêt qu'il fera la meilleure synthèse possible de la problématique des assurances. Donc sur les difficultés rencontrées par les collectivités, moi, ce qui m'intéressera aujourd'hui ou dans une contribution complémentaire, c'est peut-être que vous nous donniez le quantitatif de problèmes de réponse à un appel d'offres, problèmes de hausses diverses et multiples, coûts des franchises, hausse, comment dirais-je, très inhabituelle, très hors norme des coûts, effectivement, des contrats ou des franchises, parfois des indemnisations qui tardent, pour ne pas dire des résiliations brutales. Je me permets juste de vous dire que pour moi, un contrat synalagmatique, il est des droits et devoirs et chacun a la liberté de s'en défaire et en général selon des, comment dirais-je, sans qu'il y ait, c'est vrai malheureusement toujours de justification donnée, mais c'est la liberté du contrat et à titre personnel j'y suis attaché. Mais ça c'était un petit aparté. Deuxième sujet sur les difficultés rencontrées, est-ce qu'elles touchent, j'ai beaucoup entendu parler des dommages aux biens.
ou de l'assurance auto? Est-ce qu'elle touche aussi la protection des agents et des élus, en tous les cas aujourd'hui? Et puis, troisième élément, quel est l'avis des uns et des autres? J'ai entendu des choses sur l'auto-assurance, la mutualisation possible et ou aller jusqu'à des captives. Quand on va dans les captives, c'est encore autre chose. Voilà. On précisera, mais voilà, je fais des questions volontairement ouvertes. Ça, c'est plutôt sur l'enjeu de ce que les collectivités rencontrent chacune dans leur périmètre. Sur les ressources, question, pensez-vous que les collectivités ont, selon leur taille et configuration, les ressources humaines, techniques et ou financières et budgétaires pour bien pouvoir répondre aux conditions de souscription des contrats ou de leur évolution? Donc c'est ce qu'on a évoqué, cahier des charges, appel d'offres, enfin, etc. Les collectivités doivent-elles d'ailleurs imaginer des formations améliorées par rapport à ce qui existe ou qui n'existe pas actuellement? Vous paraissent d'ailleurs-elles les collectivités être bien informées et en capacité donc d'avoir leur personnel sur l'ensemble des risques d'assurance climatique, émeute, le risque cyber qui est un risque émergent? En tous les cas, moi j'ai bien intégré depuis le début que nous devions y veiller. Le sujet des inondations, voilà, j'en parle pas, donc enfin j'en parle au contraire. De quelle manière, éventuellement, s'il y a des insuffisances aujourd'hui améliorées, l'idée n'est pas de mettre un carcan d'obligations, de contraintes. C'est juste d'avoir l'état des lieux. Enfin, ce qu'il faut il faudra aussi qu'on prenne garde de ne pas ajouter de la complexité là où on demande du bon sens, de la simplicité dans les rapports, de la facilité pour contractualiser. Donc, mais ça veut dire qu'à un moment, on sera quand même confronté à cet enjeu. Et puis, peut-être, le dernier élément, c'est quels sont, à votre avis, les risques qui, demain, pèseront le plus sur les biens des collectivités? J'ai parlé d'un certain nombre de risques climatiques. J'avais pas évoqué, mais je l'évoque, puisque maintenant, on sent que des risques que je vais appeler pour l'instant de type émeute peuvent avoir des coûts importants, et ils ne sont pas forcément traités de la même façon s'ils surviennent de manière isolée ou si c'est pendant une séquence de quelques jours. Voilà. Ça n'obéit pas non plus forcément. En tous les cas, ce ne sera pas la même indemnisation selon les cas. Donc, et puis, peut-être, vous avez évoqué, c'est peut-être pas aujourd'hui la problématique de l'attractivité qu'il faut redonner au marché, parce que je crois plutôt à ça aussi, moi, pour que les assureurs y reviennent. Je partage une partie du diagnostic. Pour tout vous dire, je ne crois pas du tout que les entreprises aient toutes des risques managers. Je veux juste vous rappeler, souvenez-vous ce qui s'est produit quand il y a eu la crise sanitaire. Vous prenez juste un risque, le risque perte d'exploitation, il n'est même pas souscrit par la moitié des entreprises. Voilà, et en général, si vous ne souscrivez pas, vous avez 3 chances sur 4 de ne pas vous en remettre. Voilà. Donc, c'est pas ni de la responsabilité ni de la culpabilité. Il faut effectivement, je pense, qu'on progresse. Et donc, peut-être, si vous avez des avis aujourd'hui ou à nous communiquer entre maintenant et je dirais pour nous un gros mois début mars pour pouvoir intégrer les éléments de proposition des collectivités, parce que c'est quand même intéressant d'avoir à la fois je dirais, l'éventail des situations dans leur diversité et d'avoir aussi une production par les associations d'élus sur le sujet pour faire en sorte qu'on améliore les choses avec des tarifs soutenables et puis peut-être, je le redis, une part d'auto-assurance ou d'organisation
C'est pas impossible, ça fait partie des réflexions. Certains disent le risque agricole, c'est bien réformé. Faudra-t-il le faire? Moi, je crois qu'il manque, et là où on va aussi nous mettre beaucoup l'accent, c'est sur la connaissance que peuvent avoir les réassureurs notamment, qui eux tournent ou font tourner un certain nombre de modèles. Alors c'est plutôt sur des événements climatiques, les événements type émeute. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait beaucoup de recul sur la connaissance du sujet. Voilà les éléments, messieurs, que je voulais en tous les cas porter à votre connaissance et en question pour ouvrir le bal. Merci, monsieur le rapporteur général. Alors, pour la bonne organisation, je pense qu'on va prendre toutes les prises de parole et que vous répondrez globalement aux questions tous les trois à la fin, sachant que j'ai 6 inscrits pour l'instant, et donc il en reste 5. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je passe la parole à la présidente Gatel. Je cherche le bouton. Voilà, merci. Ah, c'est pas le bon. Là, voilà, merci. Aux finances. Ah oui. Je ne suis pas une femme d'argent, pardon. Alors, je passe. Donc, je voulais vous remercier d'abord, très sincèrement. Je voulais vous remercier voilà, de cette initiative extrêmement importante, puisque régulièrement dans les consultations qui sont faites sur le recueil des principales préoccupations des élus, la question des assurances arrive aujourd'hui parfois dans le top 3 d'une manière beaucoup plus forte qu'avant, même si cela a été dit. On sait que si les risques, je veux dire, si le climat en termes de météo, mais aussi le climat social aggrave et augmente les risques, on sait qu'il y a une situation un peu structurelle. Donc merci beaucoup de cette initiative qui intéresse beaucoup notre délégation aux collectivités. Merci de l'invitation qui est faite à la délégation. Moi, je me réjouis toujours quand on est assez poreux entre nous pour être efficace et échanger. Je remercie des témoignages. Moi, je serai assez rapide sur les constats que l'on fait parce que nous partageons totalement ce qui a été dit par les représentants des associations. Le diagnostic, qu'on le connaît. Effectivement, je pense que ce n'est pas une opposition entre strates de communes, pour parler des communes, mais entre nature de communes, c'est-à-dire celles qui ont des équipements d'école, des équipements sportifs, et d'autres qui ne l'ont pas. Mais c'est une préoccupation assez générale. Et la question, Alain Chrétien l'évoquait, c'est l'acceptabilité, la soutenabilité de l'assurance pour les collectivités. Il y a des leviers, et moi j'y suis sensible. Vous avez parlé de l'évolution ou du bon usage du code des marchés publics. Et ça me paraît important. L'ingénierie, aujourd'hui, aller acheter de l'assurance, c'est un vrai métier. C'est un peu comme dans les centrales d'achat, dans la grande distribution, quoi. C'est un métier particulier où en face, on a des gens très affûtés, les collectivités ne le sont pas, et qu'il est très important d'être accompagné en ingénierie, à condition, avant, et tu l'as dit, Alain, d'avoir fait un diagnostic de la situation. Et ça, c'est rarement fait dans nos collectivités, on n'a pas l'habitude. Moi, je crois beaucoup à la mutualisation sous des formes diverses et variées. C'est parfois à l'échelle des intercos, où là, on a une capacité à négocier, voilà, qui est bien. Ça peut être par catégorie de communes qui ont les mêmes risques, mais je crois aux mutualisations avec un S, dans toutes les formes, à condition qu'elles soient pertinentes. Ça, c'est important. Et on a vu sur un autre sujet, l'énergie, où aujourd'hui, on a des collectivités qui se regroupent pour former un syndicat d'achat d'énergie. Et je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. C'est parfois à l'échelle d'un département, mais c'est toutes les collectivités, parce qu'il ne faut pas enlever aux collectivités leur capacité à maîtriser aussi leur politique d'assurance. Enfin, un mot sur le risque. Alors, vous avez raison, il faut qu'on apprenne à gérer le risque, mais il faudra l'expliquer à nos concitoyens. Parce que je veux dire, le sujet d'un maire, c'est que vous avez un but de foot qui tombe, un panneau de basket. Vous avez une judiciarisation dans notre société qui fait que nos concitoyens, ils cherchent le coupable qui est forcément responsable. Et donc, ça amène à de la surenchère. Et quand on a inscrit dans la Constitution le principe de précaution, je ne pense pas qu'on ait rendu plus simple le marché de l'assurance.
Donc on a un vrai sujet. La culture du risque, vous l'avez dit, c'est très important, et ça m'amène à parler, et ce sera le dernier point, de la cybersécurité. Nous avons fait à la délégation en 2021, en partenariat avec la délégation aux entreprises, tout un travail sur la cybersécurité, et nous avons vu que la cybersécurité et les cyberattaques touchent toutes les collectivités. Demain matin, ce sont des usines d'eau potable qui seront attaquées. Je ne parle pas des hôpitaux et tout ça, mais c'est énorme, et que nous n'avons aucune conscience, aucune culture du risque, et nous avons auditionné des collectivités petites et grandes qui ont été cyberattaquées. Pour donner un tout petit exemple, pour montrer la gravité des choses, on a quand même une agglo très importante et des communes qui, pendant 10 jours, à cause de cyberattaques, n'ont pas pu délivrer de permis d'inhumer. Je ne raconte que ça. Voilà. Et donc, sur la cybersécurité, je pense qu'il faut que les associations d'élus et les préfets soient très proactifs pour voir si les collectivités, dans toute leur diversité, sont conscientes et que sont prémunies. C'est que si on a un plan de gestion de risque, comme on a des plans communaux de sauvegarde, des PPRI, je pense que aussi on diminuerait un peu le risque, et que donc je pense que ça limiterait peut-être les besoins d'assurance, en tout cas les surcoûts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise Gatel. Alors, la parole est maintenant à Marc Laménie. Et puis ensuite, j'aurai Nathalie Goulet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, et merci à nos trois invités pour leur témoignages qui nous permettent vraiment de nous éclairer sur des situations qui sont vraiment très, très complexes. Moi, je parlerai ma modeste expérience comme maire d'un village il y a quelques années, dans les Ardennes, et c'est vrai que moi j'ai repris historiquement notre assureur, vous les avez cités, Groupama. C'est vrai que les contrats sont relativement simples, mais c'est vrai que vous avez axé sur, alors comment peut-on faire, parce que l'état du patrimoine immobilier, vous l'avez rappelé, que même à l'échelle d'un village, c'est très compliqué, parce que si on lit les contrats, on met telle salle, telle petite salle, telle l'église, voilà, les principaux bâtiments à l'échelle d'un village. Moi, j'ai raisonné surtout à l'échelle d'un village. Et en réalité, c'est très succinct. C'est vrai qu'on n'a pas eu ces problèmes-là, parce que on touche du bois, on sollicite très peu, je dirais, l'assureur, puisque, je dirais, on a très peu de désordre, si on peut le dire, et c'est pas comparable avec les grandes collectivités. Alors, sur l'état de patrimoine immobilier, réellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis ma dernière question, c'est, je dirais, il y a des banques qui faisaient que banques et qui se transforment aussi en plus en assureurs, et vice-versa, les assureurs qui deviennent banquiers. Donc, je dirais, comment tout ça peut fonctionner, notamment dans les appels d'offres, surtout pour les grosses collectivités. Je vous remercie beaucoup. Merci Marc Laménie. Nathalie Goulet, et puis ensuite la parole sera à Éric Bocquet. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais évidemment remercier les intervenants sur un constat qu'on partage. Moi, je voudrais savoir quelle est l'analyse de nos voisins européens, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des collectivités. Et puis, pour travailler sur d'autres sujets, notamment liés à la sécurité, je voudrais savoir si on a pensé ou si on pourrait éventuellement imaginer d'utiliser le fonds qui est destiné à la sécurité. Il y a un fonds européen d'1 milliard et des poussières, avec 98 millions réservés à la France, qui est notamment consacré à la protection des sites, à la protection des biens, etc., voire à un certain nombre d'opérations de protection, par exemple sur les émeutes, mais aussi alors pour le coup, pour le risque cyber. Et donc, je comprends la version locale de l'intercommunalité, de la mutualisation, etc. Mais peut-être que sur un sujet aussi important, on pourrait voir un peu au niveau européen ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des budgets forts et une organisation qui rentre aussi de façon tout à fait pertinente en termes de concurrence. Puisque les assureurs doivent être mis en concurrence au terme aussi des règlements européens, et
à ma connaissance, mais j'ai jamais été élu local, donc je suis bien mal placée, mais je pense pas qu'il y ait une clause, jamais, même pas conseiller municipal de Camembert. Seul qui vaille. C'est dommage pour Camembert. Mais en attendant, je pense pas qu'il y ait une clause de nationalité en ce qui concerne les assureurs des collectivités. Je pense que les dispositifs européens devraient fonctionner. Et je me demande si la mission que nous conduisons ne devrait pas aussi nous conduire vers Bruxelles pour voir si, notamment, ces fonds spécifiques ne pourraient pas être utilisés à cet effet. Merci. Merci Nathalie Goulet. La parole est à Éric Bocquet, puis ce sera Florence Blatrix-Contat. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier nos intervenants. J'ai trouvé leur discours extrêmement intéressant, concret, ancré dans le réel, et très sincèrement, j'ignorais à quel point il y avait un sujet qui se posait avec autant de violence pour certaines collectivités. Moi, je suis toujours conseiller municipal d'un village de 2000 habitants en métropole lilloise, où l'assurance n'est pas un sujet aujourd'hui. Voilà. On a un budget de fonctionnement d'1,5 million et la prime multirisque, c'est 12 000. Donc voilà, il n'y a pas de sujet. Donc je découvre vraiment que dans certains coins, ça cogne, des abandons de contrats, etc. Alors, je crois que vous disiez que le chiffre d'affaires de l'assurance, c'est 220 milliards, c'est ça, grosso modo, et dedans, 1 ou 2% pour les collectivités. OK. Donc, un petit segment de l'activité de l'assurance. Et j'ai regardé un peu les documents de la Banque de France sur les investissements des assureurs. Nous, notre commune est assurée chez AXA. On n'est pas à la SMAC, Linia Groupama, on est dans le privé, enfin entre guillemets, AXA. Et les assureurs, aujourd'hui, les encours de placement, enfin à fin mars 2023, étaient à 2422 milliards d'euros. 2422 milliards d'euros, 90% du PIB, en augmentation de 53 milliards au premier trimestre de l'an dernier. Donc vous voyez, on est très 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 loin des franchises de 10 millions, des risques à couvrir, etc. Donc les assureurs sont également financeurs de la dette publique. Ça veut dire qu'ils ont une garantie d'avoir les intérêts payés chaque année. Cette année, ce sera 51 milliards, 52 milliards qui se partageront avec d'autres investisseurs, bien sûr. Mais donc, il y a une rente garantie d'argent public. Enfin, je veux dire, j'entendais que les assurances choisissaient de se désengager de la couverture de risque des collectivités. Je pense que c'est un choix. C'est un choix de gestion. Et est-ce qu'il ne serait pas temps de demander aux assureurs de revenir à leur cœur de métier, couvrir le risque, assurer le risque? Je comprends qu'ils puissent investir. Ils font partie de ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels avec les banques, etc. Mais leur premier métier, c'est l'assurance, la couverture du risque. Donc je suis vraiment choqué de ce désengagement délibéré, unilatéral des assurances, parce qu'elles vont faire de l'argent ailleurs qui leur permettrait largement de faire face aux risques présents et à venir. Merci. Merci Éric Bocquet. La parole est à Florence Blatrix-Contat, puis ce sera Madame Christine Lavarde. Merci Monsieur le Président, merci aux trois intervenants en effet qui nous ont éclairés sur cette problématique. Moi-même élue d'une petite commune rurale, je n'ai encore pas ces difficultés-là. Est-ce que à terme vous pensez que les communes les plus petites peuvent aussi, par effet de domino, être concernés par ces difficultés d'assurance? C'était le premier point. Et le deuxième point, vous avez évoqué un panier minimum d'assurance. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'il pourrait intégrer et est-ce qu'il n'implique pas une part finalement d'auto-assurance? On le voit avec l'augmentation des franchises. Est-ce qu'on ne va pas vers un mix assurance, auto-assurance des collectivités? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, la parole est à Madame Christine Lavarde et ensuite, ce sera Isabelle Briquet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, à plusieurs reprises, vous avez mentionné en fait le besoin d'un rôle de l'État ou de la puissance publique pour venir pallier la défaillance du secteur privé. Aujourd'hui, cet acteur public, il existe, c'est le BCT, le Bureau central de tarification, qui doit proposer une solution d'assurance à toute personne qui s'est vu opposer un refus par le secteur privé. Donc, est-ce que vous avez eu connaissance de propositions techniques faites par le BCT? Est-ce que les conditions sont, entre guillemets, insurmontables pour les collectivités qui en ont bénéficié? Ou est-ce qu'elles sont dans la même épure que ce qu'aurait pu
offrir le secteur privé. Et donc, j'en arrivais à la conclusion qu'en fait, l'offre du secteur public existe déjà. Ça, c'était ma première remarque. Ma seconde question porte, donc vous avez chacun mentionné des exemples particuliers de collectivités qui ont fait l'objet d'une sorte d'antisélection par leur assureur. Est-ce que vous avez eu la possibilité de creuser un peu pour essayer de comprendre en fait ce phénomène d'antisélection dont elles auraient été victimes? C'est-à-dire qu'en fait, elles ont été retirées du portefeuille de sélection négative, enfin, donc parce que derrière, il peut y avoir, et c'est là où c'était intéressant quand vous avez mis en avant le besoin de développer la culture du risk management dans les collectivités. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas très bien, mais qui en fait est assez lié aussi à tout ce qui est la certification des comptes, enfin toute cette démarche en fait. Et les communes justement qui sont rentrées dans des phases de certification, elles sont aussi obligées de mettre en place une véritable culture du risque et pas uniquement maîtrise du risque de la chaîne comptable, mais maîtrise de l'ensemble de leurs risques pour pouvoir prouver qu'elles sont, voilà, elles agissent de manière complètement consciente sur tous les secteurs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, une idée qui me semble très intéressante. Et aujourd'hui, pour vous, quel est le frein majeur? Est-ce que c'est uniquement une question de moyens? C'est-à-dire que les collectivités ne peuvent pas allouer des moyens pour mettre en place cette agence supplémentaire qui deviendra risk manager? Est-ce que c'est un problème de disponibilité de personnes formées à cette culture et adaptées aussi à la culture des collectivités? Parce qu'on le voit bien, pareil, si je continue ma comparaison avec la certification, c'est pas la même chose de certifier les comptes d'une entreprise et de certifier les comptes d'une collectivité. C'est pas la même chose de gérer le risque d'une entreprise et de gérer le risque d'une collectivité publique. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lavarde. Donc la parole est à Isabelle Briquet et ensuite, ça sera Ghislaine Sonnet. Merci, Président. Donc, tout d'abord, je tiens moi aussi à remercier nos intervenants, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est du vécu. C'est un vécu que je partage, puisque dans mon département, il y a beaucoup de soucis, ne serait-ce que dans la commune dont j'ai été maire pendant de nombreuses années, où les contrats proposés augmentent de 70%. Donc c'est assez prohibitif. Mais j'ai envoyé, au rapporteur, j'ai envoyé la lettre et joint le lien pour répondre au questionnaire. Il y a déjà des retours et j'ai été appelée un certain nombre de fois depuis le début de la semaine. On n'est que mercredi, donc il y a bien un véritable souci. Je voudrais juste revenir sur la culture du risque. Vous en avez tous parlé, donc j'entends bien qu'il faut progresser pour les collectivités sur cette question. Néanmoins, il y a quand même une légère contradiction avec le fait que les collectivités, les élus sont responsables d'absolument tout, et cette judiciarisation qu'on voit croître tout le temps, ça me paraît un peu une contradiction qu'il va falloir quand même gérer. Et d'autre part, autant pour les plus grosses collectivités, je peux l'appréhender. Pour les plus petites, ça va sans doute quand même poser une difficulté. Donc je voudrais voir un petit peu votre avis là-dessus. Et par ailleurs, mais j'ai peut-être mal compris, sur les relations AMO-courtier dont vous avez parlé. Moi, dans mes souvenirs, j'ai fait appel directement à un courtier pour trouver mes assurances, et j'ai pas eu ce souci-là. Enfin, j'ai pas eu de souci, et le courtier était bien le client, c'était bien la collectivité, et j'ai pu avoir à l'époque des contrats intéressants, contrats d'ailleurs qui malheureusement ont été bien remis en cause depuis que je ne suis plus en activité. Enfin, je ne suis plus maire de ma commune. Donc, si vous pouviez me préciser les choses, parce que il y a sans doute une petite incompréhension de ma part. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Ghislaine Sonnet et ensuite on terminera normalement par Jean-Marie Mison. Très bien, je vais essayer d'être la plus brève possible, parce que je crois qu'il y a énormément effectivement de commentaires à faire sur ce sujet. Moi, j'ai peut-être 3 points.
La gestion du risque, en fait, elle est de plus en plus prégnante au sein des collectivités, qu'elles soient grandes ou petites. Enfin, moi, j'ai été maire d'une commune qui avait un PPR, un plan de prévention pour risque, sur les cavités souterraines. Pendant 12 ans, je me suis interrogée en disant comment j'anticipais le sujet. On sait que de toute façon, les carrières de gypse, un jour, demain, dans 100 ans, dans 300 ans, elles vont s'effondrer. Et ma commune est directement concernée, puisque nous avons quand même des endroits, alors ce n'est pas des habitations, le PPR a fait son œuvre, mais il y a quand même des endroits où on sait que la voirie peut à tout moment s'effondrer, apparaître infantile. Et donc, je crois que de plus en plus, et notamment face à la réaction des assurances aujourd'hui, on a cette vision, ce besoin de pouvoir anticiper, mais en fait, actuellement, les collectivités n'en ont pas les moyens parce que problème d'ingénierie, on l'a déjà dit, baisse des dotations, enfin bon, tout ça, on sait ce qu'il en est, mais en tout cas, si on doit travailler aujourd'hui dans la gestion des risques, il faut effectivement faire un inventaire, un vrai diagnostic, tant sur les biens que sur tous les risques autour, les PPR, les risques industriels qui ont aussi impactent forcément les territoires et parfois les biens, même si c'est pas à la charge des collectivités. Mais on a cette question, la question des pollutions, l'impact sur la santé humaine. En fait, on est face aujourd'hui, effectivement, vous l'avez rappelé, un vrai problème structurel sur lequel il va falloir anticiper. Et aujourd'hui, on le voit bien que les assurances sur une niche particulière se rendent compte de l'ampleur du travail. Et je crois que l'année dernière, lorsqu'ils ont fait leur envoi intempestif et assez brutal, il faut le dire, à certaines communes, je pense que ça a été vraiment un moyen d'alerter, en tout cas sur les problématiques sur lesquelles nous sommes confrontés. Donc moi, il me semble important que dans le diagnostic, on intègre et à la fois, vous l'avez souligné, la bonne connaissance de la réalité auxquelles les communes ont été confrontées par rapport à leurs problèmes d'assurance, mais je crois aussi qu'il faut qu'on aille jusqu'à établir la réalité, c'est-à-dire quel est le poids finalement aujourd'hui des indemnités qui ont été, des charges, de la charge d'assurance qui a été assumée par les collectivités et finalement le montant des indemnités. Mais ça, je pense qu'on pourra interroger directement les associations des assurances pour avoir un peu de visibilité sur finalement quel est le poids et rappeler en tout cas que leur métier, c'est bien leur cœur de métier, c'est bien l'assurance et qu'à un moment donné, il faut effectivement gérer ce risque et ne pas se défausser. Moi, je veux bien qu'on rende le marché plus attractif. Et évidemment qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que, une bonne fois pour toutes, les collectivités puissent être assurées dans leurs biens, mais quelque part, il faut aussi leur rappeler leur devoir et leur travail pour l'intérêt général. On parle beaucoup de comment aujourd'hui on doit faire société, comment on doit confronter collectivement les choses. Moi, je rappelle que lorsqu'on voit des sociétés d'assurance qui gagnent effectivement beaucoup d'argent, à quel moment nous, collectivités, État, on impose, alors ça peut être le panier qui a été minimal, qui a été soulevé, mais enfin, il me semble qu'il y a là aussi, en tout cas, une alerte à faire. Il est inadmissible que des collectivités qui, l'année dernière, avaient des franchises à 1 500 € puissent tout d'un coup recevoir un courrier où on leur annonce que c'est plus 1 500, mais c'est 1 million d'euros. Enfin, c'est quand même, moi je trouve, d'une brutalité extraordinaire. Donc je crois que dans le diagnostic, il y a vraiment énormément de choses à pouvoir pallier. Moi je trouve que les solutions, en tout cas les enjeux que vous avez posés, sont vraiment finalement les axes sur lesquels nous devons travailler. La culture du risque, oui, mais allons jusqu'au bout et profitons finalement de cette opportunité dans les collectivités pour pouvoir faire ce diagnostic des biens réels qui nous permettra d'ailleurs dans les petites communes de pouvoir travailler sur nos PPI, puisque de toute façon, c'est notamment au travers de la transition que nous devons porter sur les territoires. C'est vraiment une opportunité pour les collectivités. Donc cette connaissance du patrimoine, et puis travaillons de toute façon sur les appels d'offres, parce que pour les petites collectivités, c'est effectivement toujours une grande difficulté, mais il y a un devoir là aussi de formation, de meilleure connaissance, et ça a un lien peut-être avec le statut d'élu local sur lequel nous devons
devront travailler, mais je crois réellement que là, le Sénat se saisit d'un sujet, et on le voit au travers de vos interventions, qui est d'utilité publique. Merci beaucoup, Ghislaine Senée. Le dernier inscrit à qui je passe la parole est Jean-Marie Mison. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais remercier nos intervenants pour la qualité et la clarté de leurs propos. Voyez-vous, j'ai été maire pendant plusieurs décennies et il me semble que dès le milieu des années 80, il y avait, s'agissant du marché des assurances, une situation d'oligopole. Il y avait déjà les deux mastodontes qu'on évoque, y compris ce matin, et les autres ne s'intéressaient pas trop, même s'il y avait des exceptions. Et je pense que cette situation est structurelle. Et peut-être que les autres assurances ne se sont pas penchées, intéressées au marché des collectivités locales, parce que précisément, comme vous le disiez les uns et les autres, c'est que les collectivités locales ne se connaissent pas très bien leur patrimoine. Ils savent qu'ils ont un gymnase, une église, mais au-delà, le contenu, la définition particulière, précise de ces bâtiments n'est pas connue. Et je pense que c'est une piste de réflexion vers laquelle il faut aller, qui pourra peut-être amener à d'autres assurances à s'intéresser. Et j'ai également une question, parce qu'on n'en a pas parlé, une question précise. Est-ce qu'on sait combien il y a de compagnies d'assurance en France? On sait qu'il y en a au moins 2, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Mais c'est 2 sur combien de milliers? Très peu. Plusieurs dizaines. Merci, Président. Parfait, merci beaucoup. C'est terminé par une question extrêmement précise. Moi, du coup, comme les échanges ont été assez nourris, je ne vais pas reposer de questions. Et je vais repasser directement la parole en ordre inversé. Et donc, du coup, on va commencer par Éric Schall, et ensuite, on aura M. Fromentin, et on terminera par Vesoul. Merci. Alors, j'ai essayé de classer les questions. Il y en avait dans tout azimut, comme les risques à couvrir. Je vais peut-être commencer par la fin, et pas peur pour le balayer, mais la manière dont vous avez abordé votre proposition, en tout cas le chemin que vous tracez, est aussi révélateur d'une conception de l'économie et de la société. Moi, encore une fois, si on se dit que les assurances font plein d'argent et que donc la moindre des choses, c'est qu'elles couvrent le risque des collectivités locales parce que les collectivités locales ont une mission de service public et donc elles ont qu'à payer, c'est pas le modèle économique dans lequel je me place. Et si je vous dis ça, c'est pas par provocation. Si je vous le dis comme ça, c'est parce que je pense que en fait, il serait contre-productif à l'arrivée. Parce que quand on raisonne comme ça en disant de toute manière, il y a un coût naturel, enfin, ça doit être assuré de toute manière. Et ben, ce sera assuré de toute manière. Mais à la fin, encore une fois, je vous le dis, la seule société qui pourra le faire, ce sera une société publique, totalement publique, et ce sera un puissant fonds à l'arrivée. Parce que parallèlement, vous nous disiez, ah oui, mais vous avez raison, mais ça, il faut faire ça. Mais vous avez raison quand vous dites qu'il faut aussi mieux prévenir les risques, mieux gérer, etc. Mais à partir du moment où vous savez que de toute manière, vous êtes assuré à taux plein, que vos franchises, elles sont basses, que votre prime, elle n'est pas élevée, comment allons-nous faire nous-mêmes cette révolution de prévention et de gestion du risque quand on sait que de toute manière, à la fin, c'est pas vraiment moi qui paye. Donc je pense que de toute manière, l'idée de partir dans cette relation économique, elle est importante. Et d'ailleurs, je ne veux pas épiloguer là-dessus, parce que c'est philosophique et on ne se convaincra pas les uns les autres, mais l'assurance, elle a toujours été privée dans l'histoire. Elle naît dans l'Italie médiévale, et ça sert à assurer les bateaux qui vont partir, qui sortent du port. Et il y a une logique de partage des bénéfices, en fait, à ce moment-là. On se dit, ces bateaux qui vont partir vont faire du commerce et vont faire du profit, et l'assureur se dit à un moment donné, tiens, je vais prendre une part du profit. Donc, je crois vraiment qu'on est obligé de raisonner. Si on veut baisser les prix, c'est horrible ce que je veux dire, si on veut baisser les prix, il faut une concurrence saine et non faussée. Et quand il y a une entreprise publique, il n'y a pas d'assurance graine et non faussée. Mais c'est deux logiques différentes, donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Essayer de recouper les points ensemble. Il y avait la question, vous posiez la question tout à l'heure vous posiez la question des petites communes. Est-ce qu'à un moment donné, les petites communes vont être touchées? Et parallèlement, Mme Lavarde nous posiez la question de pourquoi tel ou tel type de collectivité, notamment les grosses, ont été ciblées au départ. Je pense qu'en fait, les deux questions se rejoignent. C'est pour ça que je les recoupe ensemble. Je parlais de la poule et l'œuf tout à l'heure, mais là, c'est vraiment la poule et l'œuf. Dans un premier temps,
ces sociétés d'assurance et mutuelles qui ont besoin de redégager immédiatement des marges parce qu'elles sont en grande difficulté, parce qu'elles ont assuré tout le monde et la sinistralité explose et donc elles n'ont pas de situation, elles se retournent immédiatement vers ceux dont elles se disent qu'elles vont pouvoir faire immédiatement une marge. C'est plus facile de prendre beaucoup d'argent, pardon, c'est un peu, comment dire, c'est un peu cavalier de la manière dont je le dis, mais de faire une marge très forte sur un très gros client, un très gros assuré, que d'aller prendre individuellement toutes les petites communes. Mais cette augmentation des primes, cette augmentation des franchises, ça va toucher tout le monde. On s'attaque d'abord aux plus gros, et c'est pour ça que je ne fais pas forcément une nuance, hein, monsieur le rapporteur général, vous disiez à un moment donné, il y a peut-être le milieu urbain et un milieu plus rural. Je ne crois pas que ce soit forcément ça. Je pense qu'il y a les grosses collectivités en taille et en budget, et les autres. Et donc, évidemment, mécaniquement, pour le moment, ce sont plutôt les urbaines pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais l'idée que d'autres collectivités seraient épargnées parce qu'elles sont en zone moins tendue, il n'y aura pas les mêmes problèmes de violence urbaine ou autre, vous l'avez dit, vous avez été quand même touché alors que Foix n'était pas la première cible. Donc je pense qu'on va y venir. Pourquoi les grosses collectivités ont été touchées? Parce qu'elles se sont dit immédiatement dans leur négociation, on peut refaire une marge immédiate. Quand vous menacez une région, je vais donner les montants au début mon intervention, et pour les autres régions, on vous les tient à disposition. Lorsque vous faites simplement jouer sur une seule région, d'un seul coup, vous faites une marge très forte si vous renégociez immédiatement votre contrat. Mais en nuage de traîne, vous allez avoir la totalité des communes qui vont être très très rapidement touchées. Je ne pense pas que certaines soient exonérées en raison de leur taille. Sur le risque management, puisque beaucoup de questions sont allées dessus, ce n'est pas une solution unique. En fait, c'est une somme de sujets sur lesquels il faut travailler. On disait, vous disiez, Madame la Présidente, et à plusieurs fois on a abordé la question de la judiciarisation, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Mais ça, c'est une tendance qui est inévitable. La société se judiciarise, de plus en plus, on le sait, nos concitoyens se retournent vers nous. Donc la question, c'est pas simplement de vouloir s'en prémunir, refaire une loi à Fauchon, je le dis dans cette maison, qui sera encore plus protectrice, c'est de se dire que de toute manière, on est dans ce schéma-là, et donc comment on fait pour, nous, avoir un peu moins de risques? C'est des défauts de voirie. C'est tout bête, hein, mais quand on réappréhende le défaut de voirie, ça peut arriver sur même une petite commune, ça peut être une économie assez substantielle, assez rapidement. Quand on forme les agents à l'utilisation des véhicules, on ne leur fait pas repasser un service, enfin le permis, mais on leur redonne quelques codes. Quand vous utilisez un véhicule de fonction, il y a tel ou tel type de règles à respecter. Il y a plein de petites choses comme ça. Ou des choses plus vastes, comme par exemple le plan de sauvegarde communale. Vous avez moins de 40% des communes de France qui ont un plan de sauvegarde communale. Il est obligatoire uniquement pour les communes en PPR. Pour les autres, ça ne l'est pas. Et on ne le fait pas. Donc quand on se dit comme ça entre nous, oui, c'est vrai, il faut qu'on s'intéresse au risque, on se le dit, mais le moment venu, il y a quand même 40% des communes qui n'ont pas un plan de sauvegarde communal. Or, ce n'est pas simplement pour faire une économie d'assurance que c'est important, c'est d'abord pour protéger nos administrés. Parce que bien penser le plan de sauvegarde communal, c'est se prévenir de risques d'inondation, de protection des populations. Et à l'arrivée, en fin de course, c'est prosaïque, mais c'est aussi gagnant financièrement. Parce que, bien entendu, s'il y a moins de sinistres, s'il y a moins d'accidentologie, on sera gagnant sur le coût de l'assurance à l'arrivée. Mais c'est presque à la fin du processus. Le plus important, c'est de protéger la population. Et évidemment, c'est ce qu'on fait tous. Mais voilà. Et j'en viens à ce point de ce métier n'existe pas vraiment aujourd'hui. Alors, dans les très grosses collectivités, on a, comme la région, on a des acheteurs, hein, des directeurs des achats qui sont très compétents. C'est vraiment des métiers sensibles, ils achètent tout azimut, et donc ce sont des gens qui ont une grande compétence. Mais on n'a pas forcément dans toutes les collectivités ce degré de connaissance et de ce savoir-faire. Et même le directeur des achats le plus compétent, vous l'avez aussi dit Françoise Gatel, ils sont confrontés à des assureurs dont c'est le métier au quotidien et qui gèrent des choses infiniment... ils ont l'habitude de faire des choses plus compliquées que des collectivités locales. Donc, ils peuvent aussi plus facilement aller dans ces méandres et les directeurs des achats peuvent être perdus. D'où le recours à la MO et aux professionnels. Et j'en viens à la nuance. Alors, quand vous dites, moi, j'ai pas eu de problème parce que j'ai eu mon courtier directement, c'est finalement, par l'absurde, la preuve que ce système fonctionne. Vous voyez, parce que quand vous avez directement cette relation avec l'intermédiaire, que c'est votre agent d'assurance, votre courtier qui réfléchit avec vous et qui construit le projet, vous êtes dans quelque chose qui est tout de suite sain et vous me dites j'ai pas eu de problème et vous avez en fait parfaitement raison. Et moi je parlais de la situation où ces métiers se spécialisent, où la MO
un peu comme, j'allais dire un peu comme Knock, qui va vous prévenir de vos maladies, et toute personne bien portante est un malade qui s'ignore, qui va complexifier énormément le travail, qui va dire tu dois protéger, monsieur le maire, vous devez protéger ça, et ceci et cela, et on va rentrer dans quelque chose de plus en plus complexe. Il fait son métier c'est d'élaborer la totalité des risques, hein, et donc il empile. Et en face, vous avez ce courtier qui souvent n'est plus qu'un opérateur dans le champ qui se dit comment je peux réintéresser au risque. Et donc, en fait, il va plutôt réfléchir à mutualiser des assureurs, voir avec eux comment travailler. Quand on n'est pas dans la situation la plus brutale, où, ça arrive aussi parfois, hein, vous tombez immédiatement, enfin le marché s'est tellement complexifié que du coup, de toute façon, votre appel d'offres, il sera de toute manière infructueux. Et on en revient à ce qu'on se disait à mots couverts au début, qu'on finit dans du gré à gré. Et puis, voilà, la MO et le courtier en face vont discuter, mais la collectivité est moins défendue dans ce cas-là. Voilà. Donc, pardon, j'étais un peu moins clair peut-être sur ce dernier point. Je termine là-dessus parce que c'était votre première question. Donc moi aussi, je suis retourné de la fin au début. Vous nous demandiez quels étaient les risques qui pouvaient augmenter dans le futur. J'aimerais, être parfaitement au clair là-dessus. Évidemment, les risques climatiques ont des conséquences considérables et ils vont aller croissant. Donc on voit bien que c'est un enjeu majeur. Mais vous avez des choses aussi qui sont a priori comme ça. D'ailleurs, on n'a pas mentionné même le mot aujourd'hui, mais ça coûte extrêmement cher pour les collectivités locales, c'est la lutte contre l'absentéisme. Et ça, c'est croissant. Mais à la fin, c'est pris en charge par les assurances. Hein. Il y a les courtiers d'assurance dont c'est la spécialité, hein, de prendre en charge, voilà, de prendre en charge cet absentéisme. Ça fait partie des choses qui probablement à un moment donné vont plus pouvoir être assurées. Hein. Quand on parlait de panier minimum, je laisserai répondre à Alain sur le panier minimum pour pas être trop long. Mais là, typiquement, on est dans une difficulté. On voit le chemin que suivent toutes les collectivités. Enfin, d'ailleurs, c'est pas propre au service public, hein, mais l'absentéisme, on voit le chemin que ça prend. Ça va aller évidemment croissant. Et ça, on le voit pas parce que c'est une somme de petits coûts, mais c'est des dépenses considérables à l'arrivée. Donc ça va aller croissant, par exemple. Merci beaucoup, Monsieur Chasles. Et du coup, la parole est à Thomas Fromentin. Oui, donc tout d'abord, merci pour ces échanges nourris, parce que ça montre à quel point il y avait effectivement des... Oui, oui, écoutez, je trouve... Ouais. Ah oui, vous seriez très bien accueilli à Foix, je vous y invite avec grand plaisir. Alors évidemment, moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, et puis je pense qu'Alain Chrétien, en plus, répondra peut-être plus précisément que moi-même, donc juste... quelques remarques. Moi, je veux juste nous dire un peu collectivement que on parle des mécaniques du monde de l'assurance, des difficultés de ce monde de l'assurance, des logiques de réassurance, du fait qu'il n'y a plus de logique concurrentielle, etc., etc. Au bout du bout, on a des collègues dont on peut dire qu'il faut augmenter la technicité, etc., etc., qui veulent juste assurer leur bâtiment avec des logiques de dommage-ouvrage. Donc c'est bien de leur dire que le monde est complexe, que tout ça, la concurrence c'est compliqué et tout ça, mais au bout d'un moment, dommage au bien, pardon, mais que... Oui, dommage au bien. Mais que, voilà, enfin, au bout d'un moment, il faut aussi, essayer d'apporter des solutions peut-être un peu simples et comprendre la difficulté qui est la leur. Et en gros, on tourne autour, me semble-t-il, d'une question, peu importe le mot dont on en parle, c'est de se dire, effectivement, dans un marché qui est de moins en moins concurrentiel, quelle régulation ? Quelle régulation ? Parce que nous avons, encore une fois, des missions de service public. D'où l'idée du panier minimum, pour revenir à ça. En se disant, à un moment, et par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'il n'est pas possible, et effectivement, pour reprendre l'idée du Bureau central de tarification, est-ce qu'il n'est pas possible de dire que les assureurs doivent apporter un panier minimum à partir du moment où on met en place des missions de service public. Je rejoins ce que disait Françoise Gatel sur la question de la mutualisation. Alors évidemment, je représente les intercos de France, je ne vais pas vous dire autrement qu'effectivement la logique de mutualisation à l'échelle des intercommunalités est intéressante. Pourquoi ? Parce que ça permettrait effectivement de recruter quelqu'un qui soit qualifié en matière d'assurance, parce que c'est extrêmement technique
Et ça permettrait effectivement d'accompagner les communes, les plus petites d'entre elles, mais également les intercommunalités qui gèrent des équipements souvent plus importants. D'ailleurs, je veux juste faire une petite référence que j'y pense, ne pas oublier dans notre réflexion les collègues d'outre-mer qui nous ont fait remonter les pires difficultés. Moi, je me souviens d'un collègue maire disant « je cherche à assurer mon école par classe ». C'est-à-dire qu'il découpait son école pour découper les risques et pour avoir au moins une partie de l'école assurée. On est quand même dans des... là, c'est vrai qu'on a passé encore cela. Oui, absolument. Je pense que c'est spécifique. Cependant, même si on est dans une logique de mutualisation, même si on est dans une logique de gestion des cultures du risque et tout ça, effectivement, il nous faut progresser là-dessus. Il nous faut progresser là-dessus et les intercommunalités peuvent jouer le jeu. Cependant, il restera entre nous la question des événements majeurs. Ça reste quand même un phénomène parce qu'on peut dire on s'organise au mieux, mais dérèglement climatique arrivant, on a parlé du risque cyber, les émeutes, etc. etc. Et à un moment, on le voit, enfin, on peut se le dire tranquillement, honnêtement, les assureurs n'ont pas joué le jeu, quoi. Combien de collègues maires l'ont dit en suivant les émeutes, ont découvert que, ah ben non, finalement, vous n'êtes pas assuré, vous avez une... Ah ben non, finalement, vous n'y êtes pas. Enfin, ça nous est remonté énormément du terrain. Donc ça aussi, c'est quand même... quelque chose qui doit être pris en compte. Voilà, et donc je pense que je vais en finir, je vais en finir par là, en vous remerciant de votre écoute et effectivement avec la nécessité d'avancer. Je rejoins sur la question, vous avez raison, d'un diagnostic très objectif. Le questionnaire doit permettre d'y répondre et nous contribuerons également au regard de toutes les remontées qui nous sont faites du terrain. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Fromentin. Et je laisse donc la parole à notre dernier orateur, Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être court et de ne pas être redondant. Françoise Gatel, je pense qu'elle a donné la définition d'une partie de la réponse. C'est le bon usage du Code des marchés publics. À mon sens, tous les outils existent dans ce Code des marchés publics. Encore faut-il qu'on les connaisse et qu'on les utilise bien. Et mieux on les connaîtra, mieux on les utilisera, moins on aura besoin, monsieur le rapporteur général, de moyens d'ingénierie supplémentaires pour faire face à une mauvaise utilisation de ce Code des marchés publics. Donc avant même de vouloir proposer des modifications législatives ou réglementaires au Code des marchés publics, commençons déjà avec l'État à rédiger un guide des bonnes pratiques du Code des marchés publics. Rédigeons un cahier des clauses administratives générales spécifiques au Code des marchés publics qui nous manquent. Je pense que ce sont deux outils qui nous permettraient déjà d'avancer considérablement sur ce sujet-là, sans complexifier, modifier ou alourdir le Code des marchés publics. C'est mon sentiment personnel, on le partage, enfin en tout cas on l'évoque avec Jean-Yves Dagès, c'est mon sentiment personnel, avant d'envisager encore des usines à gaz supplémentaires qui nécessiteront des montées en compétences supplémentaires en plus de ce qu'on n'a pas encore appris avant, commençons déjà par repartir de ce qui existe et comment on peut optimiser les différentes procédures qui sont à notre disposition dans le Code des marchés publics. Et je dirais que la mutualisation, elle viendra après. Ne commençons pas à réfléchir à de la mutualisation tant qu'on n'a pas bien compris le mode d'emploi de la machine. Et plus que mutualisation, moi je parle plutôt de groupement de commandes, pour utiliser un terme un peu plus technique. Et le groupement de commandes ne fonctionne que si vous avez des risques homogènes dans le même panier. Et pour avoir des risques homogènes, il faut connaître ces risques. Et que si vous assurez toutes les écoles du canton, mais qu'il y a des écoles qui sont pourries et d'autres qui sont toutes neuves, eh bien votre assureur ne saura pas répondre. Et donc, il faut rembobiner depuis le début et que le guide des bonnes pratiques, la bonne connaissance des biens, et ensuite vous pourrez travailler ensemble pour faire des propositions collectives et rééquilibrer le rapport de force entre l'assureur et l'assuré. Le deuxième élément sur la notion européenne. Nous allons procéder à un parangonnage
avec les différents systèmes européens. On a déjà commencé au sein de la mission. C'est assez complexe parce que les données sont très parcellaires. On a des éléments de l'OCDE, mais pas que. Et il se trouve que, ça ne vous étonnera pas, notre pays est un des pays les plus protecteurs de l'Union européenne. Le fonds européen, je rappelle qu'il existe effectivement un fonds européen de soutien, mais qui n'est activé que quand les dégâts, c'est de la réglementation actuelle, dépassent 1,5% du PIB de la région concernée. Donc il y a quand même déjà une marge. Et donc l'activation de ce fonds européen se fait comme on l'a connu en Allemagne, ce qu'on a connu dans le Pas-de-Calais, l'Allemagne c'était 100 fois plus. Donc là le fonds européen a été activé. Est-ce qu'il faut baisser le seuil ? Est-ce qu'il faut rentrer dans des négociations avec Bruxelles sur le sujet ? Vous avez 6 semaines. Je pense qu'il faudrait plus de 6 semaines, plus de 6 mois, voire même plus de 6 ans pour commencer ce travail-là. Donc nous, en tout cas, on n'ira pas là-dedans. On essaiera de trouver des données européennes pour essayer de se comparer par rapport aux collègues, mais de là à modifier le Fonds européen de soutien, je n'en suis pas sûr. Sur le problème assurance privée mutualiste, Monsieur Bocquet, il se trouve que ce sont les mutualistes qui ne sont pas censés gagner de l'argent qui ont fait exploser les primes, et que les derniers assureurs privés qui restent encore dans les collectivités, elles ne l'ont pas touché. Donc ça c'est un peu contre-intuitif, mais le sujet, c'est que quand les assurances reposent sur 2 acteurs, le risque est beaucoup plus fragile. Et on parlait de chiffres. L'incendie de l'hôtel de ville d'Annecy, c'est 70 millions d'euros de réparation, sur un chiffre d'affaires de 200 millions au niveau national. Donc vous avez tout de suite compris que l'assureur d'Annecy, je peux vous dire qu'il l'avait sévère. 70 millions sur un chiffre d'affaires de 200 millions chaque année. Donc notre objectif est vraiment de faire revenir les entreprises, les assureurs privés, et pas de les ponctionner, parce que plus vous les ponctionnerez, moins vous les ferez revenir. Je pense que là-dessus, au contraire, il faut se montrer sur son meilleur jour pour les faire revenir et pas leur taper dessus, ni leur faire des obligations. Et là, c'est sur le panier minimum. Quand on parle de panier minimum, ça veut dire qu'on élargirait le périmètre de l'assurance obligatoire, qui aujourd'hui est limité à la flotte automobile et à l'assurance statutaire. Là aussi, je ne suis pas sûr qu'en augmentant le périmètre de l'assurance obligatoire, on fasse revenir les assureurs. Je ne suis pas sûr, parce que le BCT, effectivement, on a évoqué le BCT. Le BCT est très très peu sollicité. Très très peu sollicité, y compris par les particuliers et encore moins par les collectivités locales. Et le BCT, il est chargé de vous retrouver un assureur, pas de vous négocier le prix. Donc il vous retrouvera un assureur à 10 ou 20 fois le tarif que vous aviez avant. Donc certes, vous aurez un assureur, mais le tarif sera... Donc le BCT, c'est une solution, c'est pas la solution. Et donc là-dessus, on n'aura pas forcément d'ouverture. Les captives, on n'est pas forcément... là aussi, si c'est pour créer des assurances spécifiques, ou en tout cas des outils juridiques, on n'est pas sûr en plus que juridiquement les collectivités publiques puissent en créer. Donc qui se recapitaliserait. C'est compliqué. Je ne pense pas, en tout cas avec la mission avec Jean-Yves, je ne pense pas qu'on ira là-dedans. Et puis, pour terminer, pour ne pas être trop long, sur les événements majeurs, il est clair qu'à un moment donné, l'État devra assurer ses responsabilités. Il est garant, par ses pouvoirs régaliens, de la sécurité publique. Quand il n'arrive pas à assumer ses responsabilités, il faut qu'il paye. Et à un moment donné, et donc, pour terminer, il faut qu'on hiérarchise. Une de vos collègues sénatrices a évoqué l'auto-assurance, etc. Oui, il va falloir faire de l'auto-assurance pour les petits sinistres. Quand on change une fenêtre, parce que vous savez, le maire il dit tiens, la fenêtre là, elle est... Oh, allez, je vais dire à mon assureur, tu me la changes. On va dire qu'un gamin a lancé un ballon dedans, comme ça, elle sera changée. L'assureur il dit écoute, oui, je vais te la changer ta fenêtre. On va la faire passer en sinistre. Hop, et c'est un taux de sinistralité qui augmente. Bon. Le rétroviseur. C'est à Vesoul, ça. Le rétroviseur de la Kangoo municipale. Non, on ne le déclarera pas. On paiera 200 balles pour changer le rétroviseur, mais on ne le déclarera pas. Donc il y a aussi de l'auto-assurance sur des petits niveaux. Au niveau intermédiaire, effectivement, il faut que les assureurs reviennent sur l'école a eu un court-circuit, elle a brûlé, donc là, on y va. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau sériel, le niveau événementiel.
Là, vous avez quelque chose qui est bien plus large. Et là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je ne sais pas quel sera le contenu du projet de loi qui est proposé par Gabriel Attal sur la réforme de Catanat. Je pense qu'il s'inspirera du rapport Langrenier. Mais là aussi, il y aura sans doute des évolutions sur la prise en charge au niveau catastrophe naturelle, en sachant que, et c'est pour terminer, ne nous leurrons pas, quelles que soient les mesures que nous préconiserons, nous serons appelés à payer plus cher nos assurances, que ce soit en privé comme en public, en professionnel, etc. Parce que les risques augmentent et qu'on n'a jamais trouvé personne d'autre que l'assuré pour payer les propres risques de tout le monde. C'est la solidarité nationale. L'importance, c'est que ces cotisations augmentent de manière raisonnable et qu'aujourd'hui, la surprime de 22% ne permet pas de constituer une cagnotte. La surprime de 22% permet juste d'être à l'équilibre, parce que de mémoire, on a des risques climatiques à plus de 2 milliards d'euros chaque année, c'est 5 milliards d'euros à l'horizon 2030, si on prolonge les courbes qui sont actuellement calculées. Donc de toute façon, il faudra collectivement que nous assumions des dépenses plus importantes pour couvrir les risques auxquels nous serons confrontés dans les années qui viennent. Voilà. Merci, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président. Tu veux rajouter ? Oui, pardon. La parole est au rapporteur général, alors. Pardon, Président, juste peut-être quelques mots. Moi, je veux vraiment redire qu'il faut qu'on parte d'une connaissance la plus aboutie et la plus objective. Parce que le débat actuellement, on sent bien, il n'est pas encore passionné, mais il pourrait le devenir. Puisqu'il faut qu'on évite de tomber dans des expressions ou des positions accusatrices, puisqu'on entend celles et ceux qui sont mécontents, qui s'estiment victimes injustement, enfin, etc. Donc, il faut qu'on les entende, qu'on relaie la réalité de la situation sans tomber dans ce que j'appelle une forme de démagogie ou parfois de populisme sur Yaka, Faucon, etc. Parce que je souscris, je dis ça parce que je me souviens très bien de la crise sanitaire, ce qu'on a entendu au début sur certains professionnels, les assureurs n'ont qu'à payer, etc. Je ne suis pas spécialement, je crois que chacun a bien compris dans les rapports qu'on a eus avec les assureurs, je ne suis pas sûr qu'ils me considèrent comme étant toujours compréhensif de l'ensemble de leurs problématiques. Et on doit trouver un point d'équilibre. Je rappelle juste que dans la crise sanitaire, ils ont été les seuls à payer un peu plus d'1 milliard. On nous avait promis que d'autres paieraient, c'est le seul. Donc, quand les assureurs paient, c'est les assurés qui paient. On va quand même se dire les choses tranquillement. Moi, ce à quoi j'aspire, si par ce dossier, on peut remettre, comment dirais-je, de l'objectivité dans les travaux et les propositions, sur finalement une prise de responsabilité individuelle et collective. Parce que un des avantages du secteur de l'assurance, c'est que normalement, à peu près, tout le monde paye, notamment sur ce qui est obligatoire. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Et quand tout le monde paie, vous avez une vraie mutualisation. Et le travail doit être fait. Je partage ce que disait Alain Chrétien. Après, pour améliorer la sinistralité, c'est réduire la part de risque. Il y a ce qui dépend de l'assuré, puis il y a ce qui ne dépend pas de nous. Si demain, avec, je dirais, la hausse des températures, on a des incendies comme il y en a au Chili, on n'a pas encore eu tout à fait ça en France, on commence à le voir en Europe, vous rajoutez, je dirais, de la difficulté, de la dépense générale à des risques qui, aujourd'hui, de toute façon, relèveraient de la responsabilité de l'État. Voilà. Mais voilà, quand c'est la responsabilité de l'État, on voit aussi ce qu'il en est. Donc, on ne peut pas faire l'abstraction à la fois d'être précis sur la multitude des situations individuelles et essayer après de regarder de quelle manière tout ça peut rentrer dans quelque chose de plus organisé, systémique, avec des étages. Voilà, je pense que sur la couverture de risque, mais je crois que ça peut être un moyen quand même de réintéresser tous les Français au sujet. Parce que si vous regardez, par exemple, le sujet des inondations, alors on peut dire là où ça a été construit récemment, c'est une faillite collective, mais vous avez quand même des zones qui étaient inondables historiquement.
où il y avait des petites inondations régulières, mais maintenant les phénomènes sont beaucoup plus intenses, concentrés dans le temps, et c'est beaucoup plus violent. Et ça fait pourtant 250 ans que les bâtiments sont là. Donc il faut éviter de rejeter aussi la faute sur l'autre. Voilà. Donc notre objectif, ça va être de regarder aussi comment on peut améliorer les choses tout en étant concret et en répondant au sujet qui est le marché, comment il s'ajuste, il s'adapte et il répond mieux. Voilà. Pardon. Merci, monsieur le rapporteur général. Non, mais tu as raison. Moi, à titre d'exemple, dans mon département, pour la première fois il y a 2 ans, on a eu des feux extrêmement conséquents chez Philippe Chalopin, notamment notre ami maire de Baugé, que beaucoup connaissent. Et ça, c'est tout à fait nouveau, ce risque. Les colonnes renforts de pompiers viennent du nord de la Loire. Ces types de risques n'existaient pas. Et d'autres exemples, en Maine-et-Loire, certaines franchises pour bris de vitre, elles sont passées de 500 € à 500 000, ce qui fait des augmentations totalement hallucinantes. C'est 10 000 à 2 millions. 10 000, oui, bien sûr. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Je crois que c'était un échange passionnant. Et puis on attend, je crois que nos collectivités attendent des réponses et des pistes. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne journée.